Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles à présent. Le voyage commence maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Mickaël Le Lotus avec vous, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Mickaël et bonsoir aux auditeurs. Ça va avec ta Ça petite voix? va? Ça va? Oui, ça Bon, va. c'est bien. La journée s'est bien passée? Oui, Bon, très bien. génial, c'est J'ai lu génial. un très bon livre. Ah bah si tu as lu un bon livre, on va en parler, donc ça va. Heureusement que tu dis j'ai lu un très bon livre, parce que si c'était l'inverse, on ne ferait pas d'émission, donc ça, si tout va bien. Voilà. Tout va bien parce que nous sommes avec une amie, parce que ça fait la deuxième fois que, eh bien, qu'on se croise, qu'on fait une émission ensemble et ça me fait vraiment plaisir de la retrouver. C'est Flavia Mazélin-Salvi. Bonsoir Flavia. Bonsoir Michael, bonsoir Caroline, je suis Bonsoir. ravie. Tu vas bien? Très bien avec vous, très très bien, encore C'est mieux. gentil, c'est gentil. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. Ça fait la deuxième, c'est bien ça. Ah oui, là c'est le plaisir de voilà de vous retrouver. Le temps passe vite, file, et voilà, C'est c'est vrai. déjà le retour, c'est un bonheur. Mais c'est gentil, bah, tu sais comment ça se passe ici, hein, tu connais, donc voilà, tu es chez toi. Oui, merci. Voilà. Donc, si vous voulez vous connecter, bien sûr, sur le chat, je sais, Flavia, que tu es comme nous, tu aimes bien quand c'est interactif aussi, hein, que les Oui, auditeurs posent des oui, questions. C'est plus sympa, c'est une discussion. On est autour d'un petit feu, là, on est entre nous, et puis c'est très bien comme ça. Et voilà, voilà. donc je laisse Caroline expliquer un petit peu comment ça se passe. Comme je le dis parfois, la prêtresse de la radio, elle aime pas ça, donc c'est pour ça que je le dis. Non, non. Oui, vas-y, Caro. Alors, voilà. Donc, nous vous invitons à nous suivre tout au long de cette émission et à poser vos questions sur le chat. Donc, voici l'adresse tlk.io/radio du lotus, tlk.io/radio du lotus. Et vous venez sur le chat et vous posez vos questions, vous posez vos remarques et je relais à Flavia durant l'émission. Ou vous pouvez passer aussi par l'email contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique. Vous cliquez sur l'onglet Contact et vous posez votre question également. Voilà. Donc vous avez 3 solutions. Là, vous ne pouvez pas trouver d'excuses pour vous dire je n'ai pas réussi. Non, non, on est là, c'est bon, vous êtes avec nous, c'est parfait. Donc, Flavia, encore une fois, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, c'est très sympa, ça fait Et plaisir. c'est moi qui vous remercie tous les deux. C'est vraiment un grand plaisir de vous retrouver. Et j'ai voilà un souvenir excellent de notre dernière rencontre radio, audio. C'est Et gentil. voilà, je suis bien avec vous. Eh ben, tu sais, on avait parlé, juste pour expliquer un petit peu aux auditeurs, parce qu'il y a certainement des nouvelles personnes qui nous écoutent, on avait parlé de ton livre qui s'appelle Ces mots qui nous libèrent, hein, dans la précédente émission. Voilà. Oui, Donc, que je recommande évidemment aux auditeurs. Qui Vous est un pouvez écouter podcast. l'émission. Il y a le podcast de toute façon. Comme ça, ça vous permettra aussi de connaître Flavia également avec cette émission et puis le livre, voilà, que vous pourrez lire aussi. Mais là, ce soir, nous allons parler de ton dernier livre, tout chaud, tout beau. Il est sorti il n'y a pas longtemps, Le petit livre des grands réconforts. Flavia, il est sorti quand? Il y a pas longtemps, là? oui, il est sorti le 10 octobre et Ouais, c'est ça. effectivement, c'est tout chaud ou C'est tout ça. frais, Chez ça Très dépend. Daniel. Oui, collection Le Courrier du Livre. Oui, Voilà, c'est vrai que c'est un joli livre, on l'a bien soigné, du violet, du rose, quelque chose de Mhm. très enveloppant, d'accord. voilà, qui Et va alors, bien t'as avec le voulu jouer avec les réconfort. contraires, le petit livre des grands, ou quoi? C'est ça? Oui, ben oui, parce que c'est un petit livre, hein, l'objet tient pratiquement dans une poche, se glisse facilement dans le sac et des grands réconforts, hein, puisqu'il explore, il déploie l'éventail des états émotionnels Mhm. dits négatifs, hein, et à ces états qui vont de la tristesse à la mélancolie, au chagrin, la peur et l'anxiété, eh bien, on sort la grande artillerie, j'allais dire, hein, donc Oui, c'est tous vrai. les outils qui peuvent aider à comprendre
et à neutraliser et à transformer ces états. Mhm. Oui, tu parles de beaucoup, beaucoup des émotions hein, que nous vivons en développant. Dans ce livre, on va en parler de toute façon, on a le temps, on va en parler tranquillement. Mais je voulais savoir si tu pourrais, auparavant, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, te présenter, faire une petite présentation, comme ça on saura qui tu es, et puis on ira dans le vif du sujet après avec ton livre, si tu veux bien. Oui, alors avec plaisir. Donc moi, je viens de la presse, notamment de Psychologie Magazine. Ce magazine où j'ai été journaliste, rédactrice en chef, conseillère éditoriale. Euh, je me suis formée à la psycho-énergétique avec l'IREP, en transpersonnel, des stages de Marc-Alain Descamps. Euh, j'ai aussi assisté en auditrice libre aux enseignements fondamentaux de la psychanalyse et puis des tas d'autres stages, je vais dire des initiations en méditation, et puis un travail en énergétique particulier avec un psychothérapeute jungien qui est décédé aujourd'hui, avec qui j'ai fait de l'accompagnement, on va dire, voilà, psycho-énergétique. Mais je ne suis pas psychothérapeute. Je suis accompagnatrice aujourd'hui, donc psycho-spirituelle, c'est-à-dire que je propose des outils issus de la psychologie au sens large, des outils que j'ai reçus des meilleurs spécialistes et que j'ai testés, notamment pour le magazine Psychologie. Et puis, donc dans l'accompagnement psychospirituel, il y a un mélange donc d'outils psy qui servent à, on va dire, à mieux se connaître, à gagner en confiance, en connaissance de soi. Et puis, j'ai une proposition d'un cheminement spirituel. Donc, ça s'adresse à des gens qui ont déjà la fibre spirituelle et qui souhaitent vivre, mettre en pratique la dimension spirituelle dans leur vie, mais tout en ayant résolu, identifié ce qui les empêche d'être vraiment bien dans leur vie, sans que ce soit pour autant une prise en charge, encore une fois, d'une pathologie psy, puisque je n'ai pas la formation et ce n'est pas mon rôle, ni mon but, ni mon envie d'ailleurs. D'accord. Moi, j'aide les gens à y voir plus clair en eux et Mhm. avec des outils, un dialogue, de faire émerger, d'identifier des barrages, des blocages, des conditionnements limitants, des croyances négatives sur eux, pour vraiment se nettoyer. C'est une forme comme on court, on fait du sport pour se sentir mieux. Là, c'est un peu l'équivalent, mais sur le plan psychique. D'accord. Et donc ça fait pas mal d'années, tu disais hein, que tu fais ça. C'est vraiment... Oui. Oui, 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 oui. Là, c'est D'accord. vraiment, c'était quand je travaillais, que j'étais encore vraiment dans le Mhm. magazine Psychologie, je dirais que c'était en parallèle et voilà, et de manière le bouche à oreille. Mais là, j'ai ouvert vraiment cette proposition. euh, eh bien, à tous ceux qui sentent que cette proposition parle et à qui ça D'accord. peut aider, voilà, de ne pas aller chez le psy, Mhm. mais voilà, d'être en dialogue avec quelqu'un qui peut les aider à mieux se connaître et à Oui. contacter des ressources personnelles pour modeler une vie au plus près de leurs désirs et de leurs besoins, y compris spirituels. D'accord. Mais est-ce que tu penses que par rapport à il y a quand même, admettons, pas mal d'années, les gens se cherchent plus qu'avant, ne se trouvent pas forcément, c'est-à-dire qu'en fait on pourrait se dire, oh, ben, il y a tous les réseaux sociaux, c'est génial, tout le monde parle avec tout le monde, donc on est plus libre, on est plus... Mais est-ce que c'est pas l'inverse? Enfin, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce que tu recevais toi avant comme information et maintenant? Je suis d'accord, je suis d'accord avec ce constat. C'est vrai qu'il y a une profusion de lieux, d'outils, que ce soit les livres, les réseaux sociaux, et puis les offres aussi des professionnels hein, de la relation d'aide ou des coachs et des stages en tout genre. C'est vrai qu'il y a une profusion, mais justement, quand il y a profusion, il y a confusion.
aussi. Et c'est vrai que c'est devenu un petit peu la foire à tout. Euh, euh, vous voyez des propositions qui me semblent pas très sérieuses, où on propose à la fois des lectures d'aura, des constellations familiales, de la lithothérapie. Moi, j'appelle ça le grand bazar Ah oui, de Spirituel. la spiritualité. C'est que les gens oui. ne savent plus quel outil choisir, à qui faire confiance. Euh, et donc, il y a une multiplicité d'offres, il y a une grande confusion. Et, euh, et du coup, je pense qu'il y a un désarroi, en plus, qui est renforcé, augmenté par le contexte mondial, hein, qui fait il y a de la peur, il y a de l'incertitude, il y a de la confusion, et je pense qu'il est nécessaire de revenir à des propositions claires, à des contrats clairs avec les gens, de ne pas faire de promesses miracles, de ne pas vendre de la poudre de perlimpinpin, de jouer avec le chamanisme ou de la magie. Non, ces choses-là sont sérieuses. Les gens Ah oui. investissent leur temps, Tu te fais une leur amie, c'est Caroline, affect, là, leur c'est bien. argent. Voilà, donc il faut en tout cas faire preuve d'un grand discernement. Mm. Je pense que personne, voilà, il ne faut pas promettre plus qu'on ne peut donner, et Oui, oui. savoir rester à sa place, C'est en ton fait. petit côté scorpion, non? Parce que Caroline, elle dit Ah, exactement la ah, même chose que toi, elle est à son... Ah oui, oui, tout le oui. bazar spirituel. C'est c'est exactement le même vrai. discours que toi, Vous voyez, Caroline. alors Alors, on c'est pique pour un ça. peu, Oui, hein, je pense on pince un peu, mais j'ose espérer que c'est pour la bonne cause, et que c'est pour un mieux oui. euh, général, et non pas par un simple plaisir de pincer ou d'être critique. Non, non, Voilà, c'est c'est ça. On est remettre d'accord. un peu d'honnêteté, un peu d'ordre, et un peu de clarté dans tout Simplicité. ça. Oui. Oui, mais pourquoi les Oui. gens ont tellement besoin de ça, de cette spiritualité? Ils vont chercher un peu partout maintenant, finalement. C'est pas facile aussi, parce que peut-être qu'ils se cherchent et ils cherchent à être rassurés, tu vois aussi, et puis Oui, ils vont bien prendre ce sûr. qu'on leur offre finalement. Voilà quoi. Oui, ça c'est certain. C'est vrai que on est passé d'une société où le religieux, donc le vertical, une forme de transcendance, même si c'était un religieux institutionnel, hein, et aussi bien culturel, politique, mais enfin il y avait cette présence de la transcendance dans la vie des gens au quotidien. Donc on est passé de ça à une sorte d'athéisme et de matérialisme triomphant, hein, toujours le phénomène d'oscillation des balanciers, et puis dans une société qui est à la fois individualiste, anxieuse, et aussi hédoniste, hein, qui veut pas se prendre la tête, on veut pas faire d'efforts, on veut avoir des résultats très vite. Bah, alors il y a une offre spirituelle, exactement comme il y a une offre pléthorique dans nos supermarchés. Je veux dire que c'est pas seulement une dérive de quelques-uns malhonnêtes, même si, mais c'est vraiment un reflet. Le pan de la spiritualité n'échappe pas au reste de la société. Tout est à l'avenant. On a 50 000 parfums de glace. On peut choisir entre, je sais pas moi, combien maintenant de collections dans les grands magasins de vêtements, avec un turnover affolant. Et ben c'est pareil. Cette spiritualité n'échappe pas à cette société de zapping, de consommation, euh, et qui est une société quelque part dépressive, hein, puisque on voit bien que cette, voilà, cette pseudo-abondance ne rend pas heureux. Donc les gens vont à droite, à gauche, font des expériences, relâchent. Mais il y a beaucoup, je pense, d'errance et de désarroi. Oui, oui, je comprends. T'inquiète pas, on va aller évidemment dans ton livre, mais bon, c'est parce que c'est vrai que ça m'y fait Oui, penser, bien sûr, parce qu'on fait partie des émotions, hein, bien donc sûr. voilà. Mais comme on parlait en off, toi et moi, je voulais savoir si tu pouvais expliquer un petit peu aux auditeurs ce que tu penses et le pourquoi du burn-out. En ce moment, combien de gens j'entends, même à la radio, j'ai fait un burn-out, Oui, j'ai quitté mon boulot, maintenant je suis médium, enfin bon, voilà. oui. Bah oui, le burn-out, c'est vraiment
un des symptômes de notre société qui ne va pas bien. Moi, je pense que, enfin, j'ai plusieurs explications pour ce phénomène. Un, parce qu'avec la montée en puissance justement de la psy, sa vulgarisation, les gens font davantage attention à ce qu'ils ressentent, à leurs émotions, et finalement ne se laissent plus maltraiter aussi facilement qu'avant. Avant, on trouvait normal de se comment dire, de se donner corps et âme pour l'entreprise, d'avoir les doigts sur la couture du pantalon, oui chef, bien chef, et puis de finalement de serrer les dents, bon petit soldat. Ben, aujourd'hui, on est davantage soucieux de son intégrité personnelle, de son temps. On voit aussi que les investissements dans l'entreprise ben, ne se soldent pas toujours par une loyauté réciproque. Il y a des plans de licenciement, les ambiances sont difficiles, l'humain est très souvent considéré davantage d'ailleurs comme un agent de production ou une variable d'ajustement plutôt que d'un être humain. Donc tout ça fait que euh, on se crame plus vite et plus facilement au travail. Et c'est une manière aussi de dire, pour moi, le burn-out, que non, on ne va pas se sacrifier pour quelque chose qui ne fonctionne plus, auquel on ne croit pas ou plus. On fait, on, on fait davantage attention à soi, on se protège et puis aussi les conditions deviennent quand même difficiles. Euh, voilà, donc il y a un ensemble de choses autour du burn-out qui fait que c'est à la fois un symptôme, c'est dur, et en même temps, euh, il y a un côté positif à voir autant de gens dire stop. Et souvent, le burn-out, c'est une forme euh, comment dire, une forme d'autodéfense. Alors, bon, pas quand les gens sont totalement cramés, mais quand ils s'écroulent pour dire maintenant, ça suffit, je ne veux plus. Et on les voit d'ailleurs quand les gens se remettent en selle, au bout d'un temps de convalescence qui peut être plus ou moins long, changer d'ailleurs totalement de mode de vie et quitter la branche professionnelle dans laquelle ils étaient. Donc on voit qu'il y a une dimension existentielle dans le burn-out. C'est vraiment le corps et quelque part la conscience qui dit non, stop, c'est pas bon pour toi parce que le mental n'est pas arrivé à dire non avant. Mhm. Ouais. On a une remarque sur le chat de Steph. Ah, bonsoir, Steph. On est dans une société de l'éphémère et de l'immédiateté, alors qu'un chemin spirituel nécessite un temps d'intégration et de sédimentation sur un temps important. Mais comme je suis d'accord, merci Steph. C'est un peu mon cheval de bataille, hein. Quand je dis, moi, ça fait 30 ans que je laboure le sillon, c'est pas pour jouer à la donneuse de leçons et à dire il faut minimum des décennies pour, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Une voie spirituelle, c'est un engagement total de la personne, de l'être. Donc, ce n'est pas une pratique, bon, c'est pas quelque chose comme une option qui va venir se greffer sur sa vie quotidienne, c'est sa vie quotidienne qui est totalement irriguée, qui est pensée, qui est vécue par le prisme du spirituel, c'est-à-dire c'est une conscience différente qui est engagée. Ça veut dire un mode relationnel différent, ça veut dire des pratiques de consommation, une éthique ou une vision du monde, de la politique, de ce qu'on veut différente. Donc tout ça demande à la fois de la réflexion, de la conscience, du discernement et du temps. On ne claque pas des doigts. Un chaman ne devient pas chaman en claquant des doigts. Une personne ne s'engage pas. Il suffit pas de faire le chemin de Compostelle, si tant est qu'on arrive à le faire jusqu'au bout pour dire bon, ben ça y est, j'ai fait le chemin, j'y suis arrivé. C'est un processus. Et un processus bah, qui se pratique au quotidien sans qu'on puisse dire stop, je descends, je reprends plus tard. Donc oui, l'éphémère, le superficiel, ce sont des, euh, des ersatz de spiritualité, ce sont des petits, je sais pas comment dire, des récréations.
Oui, oui, je pense que. Ouais, merci beaucoup Stéphane pour les. C'est bien les remarques aussi comme ça, Ah c'est oui, super. Ouais, ça fait plaisir. ah oui, Bah, combien il y ça en fait a qui sont avancer. chamans en 2 semaines? Ils ont fait un stage, ils sont chamans. Bon, allez, Ah ben voilà. oui, Ça, c'est la voilà, mode aussi, hein. absolument. Ouais, mais c'est ce qui attire les gens, la rapidité Ben oui. Et voilà, d'avoir un papier, un diplôme ou je ne sais voilà, quoi. Donc, Mhm. voilà. Donc et voilà. généralement, ces gens savent beaucoup mieux se vendre, entre guillemets, que ceux qui, justement, ont ce chemin spirituel qui est là depuis longtemps, longtemps, même depuis toujours. Et ils arrivent à très bien se vendre. Absolument. Ce sont d'excellents communicants, d'excellents vendeurs d'eux-mêmes. Et moi, j'assiste un petit peu effarée, parce que je peux vous dire qu'en 22 ans à Psychologie Magazine, nous avons vu à peu près, enfin, tous les gens qui sont et connus et moins connus, eh ben, sont à un moment ou un autre passés dans les pages du magazine où on croisait nos chemins. Donc, nous, on a vraiment, en tant que journaliste, on avait l'envers du décor, hein, les coulisses. Euh, et on voyait vraiment des gens littéralement s'improviser. Alors, ceux-là n'avaient pas droit de citer dans les pages, mais voilà, lors de rencontres, on les voyait s'improviser chaman, instructeur spirituel, guérisseur. Et aujourd'hui, je vois quelques personnes au parcours, on va dire, enfin, questionnable, douteux, soignant des gens, mettre en garde contre des charlatans, contre, voilà, contre telle et telle pratique. Et c'est une manière assez, je trouve, Bah, c'est diabolique, vicieux et c'est malsain. maligne, vicieuse, Oui. en fait, de se mettre du côté des honnêtes gens, Bah, c'est alors que ça. eux-mêmes, voilà. Mhm. Donc, vraiment le discernement et faire confiance à son ressenti profond, hein. Parce Oui. que quand on est face à des gens, même s'ils ont une notoriété, ou ou si on se trouve dans un stage ou dans un coaching, vraiment, si on se connecte à soi-même, si on prend le temps de sortir, de faire le pas en arrière et de dire: «Mais qu'est-ce que tu ressens vraiment?» À se parler à soi-même. Est-ce que est-ce que tu la sens vraiment cette personne? Est-ce que est-ce que ce qu'elle est en train de dire au fond, tu ne le savais pas déjà ou tu l'as vu ailleurs? Qu'est-ce que tu ressens? Et je fais le pari et pour l'avoir proposé plusieurs fois, à des gens que j'accompagnais, ben, les retours que les personnes avaient, c'est: «Mais oui, vous avez raison, en fait, mon quand je fais un pas en arrière, que je me branche sur mon ressenti profond, qu'en fermant les écoutilles, eh bien, je sens Mais les c'est choses». vrai, ça c'est sûr, parce que tu sais, je le vois aussi à la radio, hein, pour donner un exemple concret. Ça m'est arrivé pas mal de fois de me dire, mais ah, cette personne-là, je la sens pas, quoi. Je sais pas pourquoi, mais finalement, bon, j'ai dit oui, c'est con, j'ai dit oui, finalement, j'aurais peut-être pas dû et tout, tu vois, mais je sais pas pourquoi, il y a un truc. Et finalement, à chaque fois, ça tombe que c'est des émissions, voilà, c'est pas terrible, quoi, finalement. Et j'avais raison au début, mais je me suis pas écouté forcément, tu vois, c'est ça, quoi. Eh bien, on s'écoute pas parce qu'on n'est pas habitué à se faire confiance. Et oui, En fait, on est éduqué, élevé comment dire, pour faire confiance à une, ou alors à la loi du nombre, à la majorité, le conformisme social, ou alors à une pseudo-rationalité. Mais il y a un mépris de l'intuition dans notre culture, de l'intuition profonde, parce que elle ne vient pas de l'intellect, du mental, qui est la partie noble dans notre culture. Elle vient du corps, parce qu'une intuition, c'est une sensation. Et donc la sensation, le corps, la sensorialité, la corporéité dans notre culture occidentale est assez méprisée. On fait une place, comme disait tout à l'heure Caroline, ah ben oui, c'est le diplôme, il y a le diplôme, il y a le papier, hein, il y a le tampon de l'académie. Donc tout ce qui vient de la tête et ensuite des institutions, qui sont la fabrique, les fabriques officielles, ça c'est reconnu. En revanche, l'intuition, on disait: «Ah oui, mais ça c'est l'intuition, c'est pour les bonnes femmes». Donc il y a un mépris Mhm. latent ou déclaré de l'intuition, du ressenti, qui fait que on ne s'écoute pas. On dit: «Bon, je sens ça, mais voilà, bah, j'ai pas la preuve après tout». Sauf qu'on l'a souvent après.
Dans ton livre, oui, tu avais une question, Caro, vas-y. Non, non, je dis ça, c'est la leçon à apprendre pour toi. Ben oui, je sais. Mais Non, ça mais va c'est mieux vrai. maintenant. Ça va mieux, oui, mais en fait, si tu veux, c'est quand ce sont des amis qui me présentent. Bon, je t'explique un peu, même si on est à l'antenne, on s'en fiche, quoi. Tu vois, par exemple, admettons, bon, bah voilà, je sais pas, Flavia, donc t'es une amie, tu me dis, ouais, je vais te présenter quelqu'un, bon, tu vas voir et tout. Et finalement, si t'es amie avec moi, je vais pas oser forcément dire non à la personne si je la ressens pas. Et ça, c'est bête, parce que tu vois, c'est pas pour autant que ça passera bien avec moi au final. Mais oui, Tu vois? alors ça, c'est vrai que ça, j'allais dire, c'est en général des traits de générosité et d'empathie. C'est vrai que c'est le risque, Mais mais je oui, dirais que c'est malheureusement le bon revers de la médaille parce qu'il vaut mieux être généreux et empathique pour soi-même, hein, au final, et se dire, ah là, j'aurais pas dû, plutôt que d'être sur un principe de méfiance et de fermeture et de vivre, comment dire, une vie plus étriquée, plus stressante aussi, parce qu'on sait que toutes les postures de méfiance et et de fermeture sont génératrices d'un stress qu'on n'identifie pas tout de suite et ne rendent pas heureux. Donc il vaut mieux voilà, se dire, bon, ben là, je me suis fait avoir, c'est pas trop grave, mais enfin, je préfère avoir été généreux et confiant. Donc c'est vrai que ce sont des postures, là, pour le coup, existentielles, qui sont, comment dire, inhérentes à chacun et qui n'est pas facile de rectifier. Il vaut mieux peut-être mieux se tromper en étant généreux. oui, c'est possible. Bah, ça permet Mm. aussi de savoir ce qu'on ne veut plus. Oui, aussi, 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 bien sûr, bien sûr. c'est vrai, Mm. c'est vrai. Et oui, oui, oui. Alors dans ton livre, tu parles beaucoup, bon, comme on le disait, des émotions, hein, donc la tristesse, la mélancolie, le chagrin, enfin voilà, beaucoup d'émotions, la peur par lesquelles on passe. Mais tu expliques aussi qu'on les montre pas, c'est-à-dire les émotions, on n'a pas le droit d'être triste. Ça fait, c'est pas bien d'être triste, c'est pas bien de pleurer, c'est pas bien de, enfin ici en tout cas, Oui, et ça, tu penses que ça vient de quoi et pourquoi? Parce que de pas montrer ses émotions, au final, pour le corps, c'est pas bon, parce que ça, enfin, tu vois, pas du tout, ça c'est rend pas bon. Ça malade. rend malade, voilà, c'est ça, oui, Ah c'est ça. oui, ah oui, ça rend malade et oui, et très concrètement, très banalement, ça pourrit la vie. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit de montrer ses émotions négatives. Encore une fois, c'est aussi à relier dans notre culture où on doit aller bien, on doit être productif, on doit être jeune, on doit être en forme, on doit être mince, on doit être en bonne santé. Tout ça pour être de bons agents de production et puis pour pas gêner l'égoïsme latent qui est encouragé. Sauf que ne pas aller bien, déjà c'est inévitable dans une vie. Et en plus, quand on dénie sa propre émotion, dire je ne vais pas bien, ça ne fait pas se dissiper l'émotion négative parce qu'on va dire qu'elle n'existe pas, bien au contraire. Alors ça va se loger ailleurs, dans des comportements, se traduire par des maladies, mais la tristesse, un fond de tristesse, un passage à vide, euh, un chagrin, tout ça demande à être identifié, à être nommé. Et une fois qu'on a dit, tiens, en fait, c'est de la mélancolie, là, je suis mélancolique, mais et qu'on on distingue la mélancolie, je dirais, normale ou ponctuelle d'une mélancolie toxique, qui est une forme de dépression, on va dire, qu'on la distingue de la nostalgie, qu'on fait la différence entre un petit passage à vide, justement, et une mélancolie qui se traîne, eh bien, on va pouvoir apporter des outils, des remèdes adaptés à chaque situation. Tu donnes plein Et chaque... d'exercices, hein. Ah oui, plein d'outils, Je parce crois qu'il y que... en a 75, c'est ça? Pardon? Il y a pas Oui, mal, c'est ça, c'est oui, ça. il Il y a y a beaucoup, cinq beaucoup. chapitres, hein. Oui, Ça commence avec le vague à l'âme, oui, voilà. ensuite c'est le passage à vide, la démotivation, puis on Mhm. a la peur et l'anxiété, enfin toutes les blessures que j'appelle voilà les blessures originelles, hein, celles qui nous marquent dès le départ dans notre vie, et enfin le chagrin qui est toujours lié à la perte, que ce soit un deuil d'une personne, enfin un deuil physique, ou bien une perte d'idéal, une perte de oui, de quelque chose de plus immatériel. Mais si on ne fait pas le bon diagnostic,
On va traîner son mal-être, qui peut se transformer en dépression. On va aussi se culpabiliser, on va se dévaloriser, alors que on a des outils, des choses très simples hein, avant euh, que le mal ne s'aggrave et devienne pathologique, mais savoir ce qui nous arrive, pouvoir l'identifier, le nommer, c'est déjà aller mieux. Et tout ça, c'est documenté hein, en psychologie, c'est-à-dire que dès qu'on a le sentiment d'avoir prise sur quelque chose, euh, de ne plus être dans l'ignorance, dans le flou, dans le questionnement angoissé, eh bien, la pression intérieure baisse. Voilà. Et c'est pas pareil de se dire, ben oui, ça, je le prends très mal parce que je suis hypersensible et qu'un autre Voilà. que moi n'aurait pas fait attention, mais moi, avec Mm. mon hypersensibilité, bon, ben c'est sûr que je me suis sentie blessée, je me Oui. suis sentie vexée. Ça, Mais tu si vois, on ne sait pas que l'hypersensibilité existe, mais on peut oui, pas se, on s'accuse d'être excessif, ou on nous accuse d'être excessif, ou mm, alors on ne sait pas ce qui nous arrive. Vous voyez, c'est oui. important de savoir ce qui se passe en nous. Mais il y a un truc qui m'a marqué dans ton bouquin, c'est peut-être rien, tu vas me dire c'est un petit truc de rien du tout, un petit détail, mais il y a un moment où tu parles des SMS, tu sais, d'envoyer un Oui, SMS ou pas et tout, et oui, ça m'a parlé, parce que si tu veux, moi il y a un truc qui m'horripile, hein, je suis désolé, mais c'est quand les gens tu laisses un message sur WhatsApp à quelqu'un, admettons, hein, tu parles pendant longtemps, parce que moi j'aime bien expliquer de A à Z, hein, j'aime bien vraiment détailler, et quand la personne, tu vois qu'elle a pas écouté la fin, qu'elle a écouté que le début, tu te dis mais c'est quoi ce merdier quoi. Donc maintenant je dis un truc super important à la fin du message, comme ça je sais si elle a écouté ou non. mais Tu vois? oui. Parce Là, que c'est tu ce te que dis, tu t'es j'appelle cassé la les tête. incivilités. Mais oui. Oui, c'est ça, quoi. Mais Ce il y en a sont ces beaucoup, hein. petites choses. Mais oui, et ça, ces petites choses, quand on est sensible et quand on aime les gens, Ben et oui. on est en attente je sais pas, de réciprocité, d'intérêt, hein, comme tu le Mhm. dis, ça blesse. Ben Hein, oui, ça je blesse. donne l'exemple de gens, voilà, vous faites un petit paquet, vous faites des petites choses attentionnées, Oui. et puis maintenant les gens remercient d'un simple SMS, Non, il y a ou pire, alors une Flavia. icône des mains jointes. Il Eh y a ben pire, il y non. a pire. Il t'envoie un SMS, mais il l'envoie à tout le monde en même temps. Ça veut dire que c'est pas personnalisé du tout, c'est dans des groupes et tout ça. En Voilà. fait, t'as plus Ben rien, oui. quoi. Et ça, C'est. quand on est sensible ou simplement humain, ce sont des petites incivilités qui sapent le moral C'est ça, et ouais. qui renforcent l'impression d'être incompris ou d'être bizarre ou Mhm. d'être un peu seul au monde comme ça. Enfin, en tout cas, ouais, ce Mais, truc-là, il m'a marqué dans ton bouquin. mais oui, Ça m'a parlé, en tout cas. Ça, c'est vrai. mais Vraiment, oui, Mais quoi. d'année en année, en plus, on voit que les choses changent parce que il y a toute une période où c'est vrai qu'on recevait des SMS groupés au Nouvel An ou à la Noël. On se disait, ouais, bon, d'accord, la personne l'a envoyé à tout le monde, c'est bon. Ben maintenant, enfin, je trouve que moi, j'en ai même pas reçu, en fait. On n'en reçoit plus. Non, je trouve que les gens se contentent de mettre sur Facebook Joyeux Noël à tout le monde. Puis voilà. ah Enfin, ben oui, bien sûr. oui, c'est de moins en moins, en fait. Plus il y a de moyens de Alors, communication, moins il y oui, en c'est ce que a. j'allais dire. Il y en a beaucoup plus de moyens de communication et finalement, il Oui. y a moins de communication quand même. Enfin, les gens communiquent moins ou c'est différent, Ben quoi. oui. C'est vrai. Donc, Ben, il y a beaucoup d'exposition de soi, de mise hmm. en scène de soi, de sa vie. Oui. Beaucoup d'utilisation, enfin des réseaux sociaux, c'est pour dire regardez-moi, regardez ma vie. Et Hmm. du coup, si tout le monde se montre en même temps et cherche la lumière, il peut plus y avoir de communication. Puisque si il y a que moi sur le devant de la scène, ben, je ne prends plus le temps de m'intéresser à l'autre. Donc, ça aussi, c'est à la fois documenté, étudié et mesuré. Le sentiment de solitude est en augmentation constante dans les pays occidentaux, post-industriels. Parce que oui, c'est une série d'égos ou de moi qui se croisent. Euh, mais les vraies interactions, la vraie écoute, la vraie empathie, le vrai souci de l'autre, c'est ça qui nous rend civilisés, qui nous rend humains. Euh, je cite au début du livre la merveilleuse phrase de Simone Veil, la philosophe, euh, qui dit que pour elle, la marque la plus importante de souci de l'autre, de civilisation, elle dit exactement, la plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander
quel est ton tourment? Bon, ben, vous voyez, quand on en est à dire ça va, salut, joyeux Noël à tous, on est très très loin de la posture de Simone Veil, qui consiste vraiment à s'intéresser au tourment de l'autre, ce qui n'est pas toujours agréable. Donc, on mesure ainsi le niveau d'humanité de notre société. C'est pas reluisant. Mhm. Donc, voilà, moi j'ai voulu donner à chacun des outils pour faire un travail de reconquête de ses forces personnelles. Oui. Parce que c'est ça le réconfort. Étymologiquement, ça veut dire se redonner des forces. Alors, c'est pas un individualisme forcené du genre, voilà, personne ne t'aidera, donc fais-le. C'est non. Tout le monde, à un moment donné ou un autre, a un coup de mou, un coup de tristesse, un chagrin, qui ne nécessite pas forcément une prise en charge thérapeutique, mais si on peut déjà avoir par des petits comportements, des questionnements, des réajustements euh, à opérer dans sa vie, eh bien, on peut se redonner des forces en gagnant en plus en connaissance de soi, puisque c'est toujours, je dis une émotion négative, c'est aussi un lanceur d'alerte. Qu'est-ce Oui. qui ne va plus bien dans ma vie? À Mhm. côté de quoi je passe? Est-ce que je me suis trahie? Est-ce que je me suis suffisamment écoutée? Pourquoi je me suis laissée influencer dans ce sens? Pourquoi là, j'ai plus envie de me lever le matin? Voilà, tout ça, on peut opérer un petit travail d'introspection Oui, sur puis tu donnes plein de soi-même. petits rituels, en plus c'est sympa quoi, il y a plein de petits exercices comme je disais, et puis ça c'est vraiment important aussi. Tu parlais des rêves et ça moi ça, bah, tu sais c'est un sujet que j'aime beaucoup les rêves hein, avant Oui, de dormir de se poser les questions et puis le lendemain matin ou de noter ou de se comprendre soi-même, ça, absolument. ça aide beaucoup quoi, ça c'est vrai Ah que oui. ça m'a bien parlé ça aussi quand tu en as Et le quand rêve éveillé, qui est un aussi. outil en plus qui est ludique Oui, et oui, qui oui. consiste vraiment à, voilà, imaginons que je me dis ce projet me tente, mais je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je me mets dans la situation d'un pèlerin, de quelqu'un qui entreprend une grande marche, et puis je vais solliciter des images, dire voilà, là je franchis cette montagne, qu'est-ce que je trouve? Et je m'immerge vraiment à la manière d'un conte de fées interactif où je deviens un personnage qui surmonte des épreuves, qui va rencontrer des choses difficiles et qui va affronter, surmonter et au final remporter atteindre son objectif. Bon, pour le cerveau, quand il se met en situation, que ce soit la réalité ou une réalité simulée, c'est la même chose. Si on le vit comme si c'était vrai, les émotions ressenties et les bénéfices reçus sont, pour le cerveau, c'est des leurres, c'est la réalité. Ça veut Oui, dire que on sait bien, hein, les athlètes qui visualisent leur course avec tel tournant, ils le font en visualisation active. Et pour le cerveau, c'est la même chose, qui fait que une fois qu'ils seront dans l'épreuve, sur la piste noire ou sur le terrain de course, bon, ben, le cerveau va être en situation connue et en situation de confiance parce qu'il aura déjà expérimenté que ça débouche sur un succès. Donc ça, c'est très simple. On peut vraiment se faire une visualisation, soit par un processus de rêve éveillé, et là, je vous conseille le livre de Georges Romet sur la question, mais aussi des visualisations positives où on s'imagine, par exemple, en entretien d'embauche face à quelqu'un de sévère, on sourit, puis on l'imagine, on le visualise en train de sourire, on se sent soi-même décontracté et on s'immerge comme si on était un acteur dans le film. La clé est vraiment de ressentir la situation comme étant réelle. C'est une manière de dire au cerveau, le jour où il sera en situation, de dire, tu vois, tu connais, tu as déjà passé l'épreuve tu et sais tu ça t'en es c'est bien sorti. C'est vraiment exactement, tu sais que c'est ce que je fais, hein. C'est mon petit secret, Flavia, tu vois ça. Pour avoir Ah, telle et telle personne dans une émission que j'ai envie qu'elle vienne, eh bien, je fais ça. Et en général, Caro peut te le dire, pour l'instant, en tout cas jusqu'à présent, j'ai toujours les invités auxquels je pense. Voilà. Parce que ça ne j'imagine que m'étonne pas. l'émission, elle est là, Mais on l'a fait voilà. ensemble, tout va bien. Et donc, même si ça fait des années que je voulais avoir telle personne, elle vient forcément un jour. Donc, c'est ça qui est bien, tu vois.
Mais ça ne, non seulement ça ne m'étonne pas du tout, mais continue parce que c'est vraiment un état d'esprit de confiance qui appelle la confiance. Bah oui, puis Vraiment. c'est une Et donc, énergie, quoi. Il y a un truc qui oui, se c'est une passe. énergie. Ce qui fait que Mm, quand on va parler à cette personne, on va faire passer quelque chose qui fait que ça va ou attirer son attention ou la toucher. Et donc, oui, on arrive Alors après, il faut pas tomber, moi le bémol que je mets, c'est de ne pas tomber dans le piège de ce qu'on appelle, depuis un moment d'ailleurs, la loi de l'attraction, cette forme ah de oui, pensée magique oui, oui, oui. qui consiste à croire que parce qu'on on, on veut absolument, ben on va tordre la réalité. Alors, c'est Mm. pas si simple, parce que sinon, il n'y aurait pas de gens pauvres, il n'y aurait C'est pas de gens ça. malades, il n'y aura pas de gens malheureux, mais en tout cas, en training pour des choses précises, ponctuelles, disons que ça change notre état d'esprit, notre manière de raisonner. Et puis alors là, sur un plan plus, on va dire, plus spirituel, Mm. ça élève aussi euh, on va dire, nos fréquences vibratoires. C'est-à-dire qu'en Oui. énergie, ce qu'on dégage va être une énergie de confiance, d'assurance, et donc va rencontrer des situations de ce même niveau vibratoire, on va Mhm. dire. Oui, Bon, oui. ça fait un peu ésotérique Non, non, dit non, non, comme pas ça, du tout, hein. Non, mais ça me parle mais vraiment ce que tu dis. Donc, non, non, mais voilà, c'est. c'est pas de la magie en Non, c'est fait. pas de la magie, non. On est Non, non, aussi parce des que êtres créateurs. après, Caro me prend pour le sorcier, après. Donc, enfin, elle dit, oui, mais si tu penses Mais ça un de moi, bon fais sorcier. attention avec quoi tu penses. À chaque fois, elle me dit, fais Oui, oui, attention, oui. parce que Ah, ça se. Voilà, quoi. Je parle des Mhm. visualisations. Ben oui, 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 justement, et ça en oui, est. Ça en est. Voilà. Oui, mais Mais. parfois, toi, je te dis, ta pensée est trop créatrice parce que parfois, tu dis des choses sans vraiment les penser, mais elles arrivent. Ah, oui, Après, ça, t'es un alors petit là. peu embêté. C'est vrai que ah, mais ça. ça, il faut faire Je ne vais attention. pas, Oui, je vais pas expliquer ici, mais bon, voilà. c'est Il vrai que faut faire attention. Cela ça dit, peut. c'est une bonne mise en garde, hein. Mais oui, On, c'est vrai, on ça. dit traditionnellement, fais attention à ce que, choisis soigneusement ce que tu désires parce que ça pourrait arriver. Ah oui, Mais ça, c'est c'est vrai. vrai. Bah oui, c'est vrai, Ouais, oui. Mm, mm. bien Oui, sûr, oui, c'est la loi des correspondances, hein, c'est ça. il faut Euh, être prudent dans ce qu'on oui, envoie dans oui, oui, oui. l'univers comme désir, hein. C'est ça, c'est ça. Ah, Alors tu toujours parles le beaucoup, moi ça discernement. m'a parlé aussi, c'est de la culture dans ton livre, parce que tu donnes beaucoup déjà beaucoup de références, hein, que ce soit en poésie, tu parles même de la peinture, il y a un moment où tu parles d'un tableau aussi, et les références à la culture, ça élève aussi, ça élève l'esprit, ça élève l'âme, donc ça aide aussi par rapport aux Oui, émotions, enfin tu l'expliques dans ton livre. Hein. absolument. Mm. Et je voudrais dire que la culture n'est pas réservée, je veux dire, un truisme, une évidence, la culture n'est pas réservée aux gens cultivés. Ah bon, on est C'est d'accord. encore, là, encore une fois, je veux dire, quelque chose de notre société de division, de hiérarchie, de domination, qui fait croire qu'il faut, comment dire, le tampon de l'académie, être bac plus 3 plus machin ou de tel milieu. Non. La culture, les artistes, ce sont des gens qui, à un moment donné, que ce soit la musique, l'architecture, la peinture, la photo, le cinéma, donc accessible à tous, puisqu'on est là pour regarder, écouter et ressentir. Donc, a priori, tous les humains vont dire quelque chose de de leur façon de voir, d'entendre, de comprendre le monde, soit dans un sens pour dénoncer des choses, soit dans une vision plus idéaliste ou alors plus imaginative. Et il y a des pièces d'art, que ce soit la musique, que ça c'est en musicothérapie, c'est aussi documenté, mais aussi la peinture, pour chacun, des jeux de couleurs, des assemblages, des films aussi qui vont nous faire du bien, qui vont à la fois nous réconforter, certains nous élever, nous parfois nous distraire parce qu'on en a aussi besoin, mais la culture au sens large, il faut n'est comment dire, ce n'est pas réservé à une élite. C'est humain la culture, c'est de produire quelque chose en plus qu'a produit la nature. Taper déjà sur des morceaux de bois pour faire du son, c'était de la culture. C'est-à-dire l'humain a besoin de dire des choses de l'invisible, de l'impalpable, du sensoriel, euh, qui ne sont pas juste utilitaires ou fonctionnels. Et donc, à ce titre-là, quand on voit une œuvre d'art qui nous touche, ça nous fait du bien. Parce que c'est un
quelque chose qu'on ne peut pas mettre en mots, mais qui opère une rencontre au niveau du cœur, de la sensibilité. Et donc ça, quand on a en plus, quand on est hypersensible et qu'on réagit fortement aux situations, aux différents stimuli bah, de la vie, l'art, c'est vraiment, comment dire, le moyen euh, le plus noble, mais aussi le plus simple d'être en contact avec ses émotions. Hmm, c'est sûr, Un film, c'est une vrai. musique, un tableau, on ressent quelque chose et Hmm, faut pas y aller avec la tête et se dire, oh, je suis pas au niveau, moi, on je s'en connais fout. même pas ce nom de peintre. Et alors, Hmm, on se met, enfin, sur Internet, c'est très facile d'avoir gratuitement accès à des musées, à de la musique, et on se laisse emporter par l'œuvre, par ses vibrations, et ça fait du bien. mais L'art oui, fait c'est du vrai. bien. Mais c'est pas pour rien, tu sais qu'il est tombé ton livre là avec enfin Flavia, parce que c'est quand même intriguant. Parce que tu sais, pour t'expliquer, en ce moment, je suis en train de concocter un petit fascicule que j'essaie de faire sur la musique sacrée, tu vois, et Ah, toutes les œuvres sacrées, l'orgue et tout, parce que bah, pour moi, la culture et sur la musique, le sacré, c'est pas rien. C'est vrai que ton bouquin, il m'y a fait penser aussi par rapport à ce chapitre-là, tu vois, et ça me parle ah vraiment. ben. Alors tu parles de musique sacrée, voilà, tu as bien raison, voilà ce qu'on pourrait recommander à ceux qui nous écoutent, hein, choisir des musiques, non pas des musiques qui sont produites au kilomètre ou C'est pour ça, faire de l'argent ou qui sont basiques dans le sens d'abrutissantes, hein, comme il y a la mauvaise nourriture, enfin je veux dire, voilà, là, il y a de la mauvaise musique, mais là encore, c'est pas réservé à une élite, la beauté et pour tous. Donc la musique sacrée, tapez même musique sacrée sur voilà sur son clavier, aller sur le moteur de recherche, aller en chercher et passer simplement un moment à écouter, à sans penser, sans juger, sans réfléchir, juste être enveloppé, c'est ça. ressentir, intégrer la musique, eh bien bon, Mais déjà même ça pour nous élève. l'habitation, ça purifie aussi l'endroit où on est, hein. Ah mais bien sûr. Bien sûr, comme il y a des musiques qui sont, comment dire, toxiques pratiquement, Hmm. hein, tout ce qui vibre bas ou qui sont abétissantes ou qui sont bah, comme la nourriture, comme des Ah, tu en films, parles hein. aussi de la nourriture en plus. Faire sa cuisine soi-même, tu dis. Que c'est bien Oui, aussi de faire sa cuisine, bah ça nous oui, permet d'être en contact avec nous-mêmes aussi encore plus, quoi. et oui, et avec comment dire, quand on a un état d'âme négatif, que ce soit la tristesse, que ce soit un coup de déprime, on a tendance, on se réfugie dans sa tête et on se réfugie dans un monde qui n'est pas la rêverie, mais qui est une espèce de brume où les choses perdent de leur réalité. Donc, ce qu'il faut commencer par faire, c'est revenir à ces sensations. C'est ceci qui, c'est que ce sont des petites choses qui remettent en vie aussi. Et faire sa propre, un petit repas, même tout simple, permet voilà, d'être en contact avec la matière, des textures, des odeurs, et puis de reprendre aussi un peu la main sur sa vie. Et donc, ce sont des petites choses comme ça qui, en plus, si on y met un petit peu de personnalisation, ça va nous apporter un peu de satisfaction, de fierté. Puis si on le partage avec quelqu'un, encore plus. Donc, cette idée, c'est de se remettre en mouvement, dans le mouvement de la vie, par des petites choses simples aussi. Dont, Oui, oui. voilà, faire son repas plutôt que d'acheter un truc sous Ah, c'est vide. ça, quoi. Mais si vous voulez m'en envoyer, vous pouvez quand même, hein, par contre, hein. Pas de souci, hein. Allez-y, les auditeurs. Le but, c'est que tu le fasses toi-même. Voilà. Mais Tu oui, je sais prennes le bien. temps. Je sais Voilà. bien, je sais bien. Voilà. Alors, il y a une Ah, chose aussi. il y a des Ah, il y remarques a des sur remarques. le Vas-y, chat. vas-y, Caro. Donc, il y a Steph qui dit: Nos pensées sont créatrices et celles de dépression ou de dévalorisation sont de vrais cercles vicieux. Oui. Oui, absolument. C'est vraiment c'est terrible. C'est vraiment, on parle de la prison de la pensée des états dépressifs. Alors, encore une fois, ben, la dépression, c'est le manque d'appétence totale, une espèce d'affaiblissement de tout.
de l'envie, de la motivation, le découragement, la fatigue physique, la perte de goût vraiment pour la vie. Donc là, la première chose à faire, c'est d'aller consulter son médecin, médecin généraliste, et dire voilà, là, ça va pas du tout. Médecin généraliste qui pourra conseiller, orienter, faire un psychothérapeute, un psychiatre, déjà en parler avec lui. La première chose à faire, c'est de ne pas rester isolé et de dire ça ne va pas. Ça ne va pas, le dire à un proche, le dire à son médecin, y compris à son pharmacien, dire voilà, moi ça va pas, le prendre à part. Euh, j'ai besoin d'aide, je ne sais pas à qui m'adresser. C'est vraiment tout de suite, là, la dépression, il faut pas attendre. C'est vraiment quelque chose, le mot cercle vicieux est peut-être même pas assez fort. C'est une spirale, mais qui tourne, qui descend. Donc, première chose, c'est dire non, mais ça va pas, là, ça ne va pas, et donc le dire à quelqu'un. Maintenant, quand on n'est pas dans un état dépressif, je dirais avéré, grave, comme celui que je viens de décrire, mais qu'on a un petit coup de déprime, un passage à vide. Ce qui est important, c'est de se dire à soi-même, là, je ne suis pas dans mon état normal. Parce que en se répétant des phrases, j'en ai marre, j'en peux plus, euh, ça n'ira jamais mieux, j'ai pas de chance, voilà, tout ce qui est la répétition de phrases négatives, alors non seulement crée ces fameuses prophéties autoréalisatrices, mais aussi affaiblissent nous affaiblissent physiquement, c'est-à-dire que on perd totalement la production de ces hormones du plaisir, du bonheur, euh, sérotonine, dopamine, etc. Et ça veut dire que plus on se dit, plus on se dit ces choses négatives, plus on tombe dans un cercle vicieux qui crée une physiologie qui correspond à ces pensées. Donc ça va être de plus en plus dur de casser la spirale. Mais en revanche, si on se dit, bon, ben là, en fait, ça va pas, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que depuis combien de temps je pense ces choses? Euh, on peut faire aussi un petit exercice de thérapie comportementale et cognitive qui consiste à dire, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai? Par exemple, je suis nulle. Ah bon? Donne, et on se fait la voix du diable. Eh ben, allez, je suis l'avocat. Non, je vais te donner deux exemples qui prouvent que tu es pas nul ce jour-ci, quand tu as fait cette chose, ce petit succès ou cette victoire que tu as remporté, euh, ce compliment que tu as reçu. Bref, on va noter, lister tout ce qu'on a fait de positif, tout ce qu'on a dit sur nous de positif, tout ce qu'on a réussi, même si c'est une tarte aux pommes. Hein, on va pas parler de grands concours, on dit voilà, mais non, cette tarte aux pommes que j'ai réussi, ou ce compliment qu'on m'a fait, ou ces amis que j'ai. Donc on va casser tout de suite la logique de ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire des raisonnements qui sont dévoyés, déviés, faux. Parmi ces biais cognitifs, on a le raisonnement du tout ou rien. C'est ou jamais, ou toujours, ou noir, ou blanc. Dès qu'on raisonne sur un mode binaire, on devrait tirer la sonnette d'alarme parce qu'on s'éloigne de la réalité et on s'enfonce et on se maintient dans quelque chose de euh, malveillant pour soi, de toxique, et qui en plus n'est pas de la lucidité, mais qui est vraiment de l'auto-maltraitance. Donc, quand on ne va pas bien, on questionne ses croyances qui sous-tendent le fait qu'on ne voit pas bien. Pourquoi je vais pas bien? Ah, parce que je suis nulle, j'ai pas de chance. Mais je n'ai pas la preuve. Apporte-moi les preuves irréfutables que tu es absolument nul et que tu l'as toujours été. Bon, on voit qu'on ne peut pas. On peut aussi avoir recours aux quatre questions de Byron Katie, l'américaine, qui s'est sortie toute seule d'une dépression grâce à ces questions, quand elle a compris que c'était pas la réalité qui la rendait déprimée, mais la relation et le regard qu'elle portait sur la réalité. Quand je crois elle s'était séparée, elle allait pas bien du tout, et elle a commencé à questionner
ce qu'elle tenait pour une vérité absolue, en une croyance, en tout cas solidement ancrée. Alors elle a commencé par se dire, es-tu sûr que c'est vrai? Es-tu absolument sûr que c'est vrai? Alors elle commence par dire, oui, es-tu sûr que c'est vrai? Alors, es-tu absolument sûr que c'est vrai? C'est-à-dire, est-ce que n'importe qui dans cette situation serait ferme et définitif sur la validité, la véracité de cette croyance? Déjà, ça commence à vaciller. Puis ensuite, elle se dit, mais est-ce que tu peux apporter les preuves irréfutables? Qui tu serais ensuite si tu n'étais pas cette croyance, comment tu te sentirais, et en retournant ce qu'elle prenait pour une vérité absolue, mais elle s'est rendue compte qu'elle a lâché sa croyance négative sur la situation et que progressivement, elle s'est sortie d'un état de torpeur qui la maintenait au lit 24 heures sur 24 quand même. Mhm. Ouais, Donc, ce Steph qui dit, questionnement des ouais. croyances, il est indispensable, nécessaire. Se demander à soi-même d'apporter la preuve qu'on est nul ou bien qu'on est voué à l'échec. Mais c'est impossible. Et là, on se dit, bon, il n'y a pas de preuve. Donc, ça n'existe pas. Il faut bien croire que nos croyances, même celles qui sont, comment dire, qui ont tout l'aspect, toute l'apparence de la rationalité, de la logique, dès lors euh, qu'elle nous blesse, qu'elle nous fragilise, qu'elle nous affaiblisse, il faut absolument les questionner parce qu'elles ne sont pas vraies. C'est un biais et qui remonte donc une erreur, un biais, quelque chose de faussé, qui est certainement le symptôme de quelque chose de plus ancien qui s'est mis en place. On peut aussi remonter dans son histoire en se demandant, par exemple, mais en remontant très loin dans ta mémoire. Et on devient son propre intervieweur, ce qui permet de faire baisser la pression émotionnelle et d'avoir quand même une forme de lucidité, de détachement qui permet l'investigation et qui favorise la lucidité. Donc on va se dire, bon, remonte le plus loin dans ton histoire, essaye de te souvenir, quelle est la personne ou dans quelle situation, pour la première fois, aussi loin que tu te souviennes, tu t'es senti où on t'a dit que tu étais nul, où on a sous-entendu que tu n'étais pas à la hauteur. Alors ça, c'est infaillible. On se dit, oui, bon, c'est sûr que, alors ça peut être, c'est sûr que mes parents qui m'ont surprotégé, surcouvé, ne m'ont pas donné le sentiment que je pourrais m'en sortir sans eux. Ou bien, ah, mais cette humiliation, cette maîtresse ou ce maître devant toute la classe quand ils m'ont dit, mais mon pauvre Émile, ma pauvre Émilie, il n'y a rien qui rentre dans ta tête, qu'est-ce que tu es bête? Ou ça peut être un parent super performant qui ne mettait l'accent que sur les fautes et jamais sur les réussites pour que... Vous voyez, on arrive toujours à remonter à l'origine d'un comportement qu'on a fait sien, qui d'abord était un mode de défense, parce que l'enfant, il veut pas être rejeté, donc il va se conformer dans son comportement et dans ses émotions à ce que le parent attend de lui et au rôle qu'il assigne. Mais ce qu'on ignore, c'est qu'on va continuer à garder, à adopter, à renforcer le comportement euh, je dirais, foireux, originel, tout au long de notre vie. Et comme on l'a gardé depuis longtemps, on pense qu'il est vrai, qu'il fait partie de notre personnalité et qu'on ne peut pas en changer. Donc tout le questionnement qui consiste à dire, donne-moi la preuve que ce que tu avances est irréfutable et que n'importe qui à ta place serait convaincu par la véracité de tes arguments, déjà, on voit que c'est dur. Et ensuite, remonte dans ton histoire et essaye de repérer l'endroit où justement tu t'es mis en tête que tu étais bidon, que tu étais insignifiant, ou qu'on t'a mis en tête et que toi tu as cru. Voyez? Et ça, ce travail d'identification, vraiment, on peut le faire. On peut le faire en se posant avec une feuille de papier et on peut poser les questions à l'écrit et y répondre. On peut mener ce travail tout simple et du coup changer ses croyances et se dire, bon, alors, demain, je vais faire comme si, parce que ça, c'est un truc qui marche aussi. Hein,
qui a été aussi étudié dans des groupes en psychologie comportementale. C'est on a mis des groupes de gens qui vont faire comme s'ils avaient confiance en eux et aller dans un grand magasin ou dans un restaurant, faire des demandes, sur se comporter. Comment dire, avec assurance. Ah non, finalement, je vais pas prendre ça. Vous avez en telle couleur, vous voyez, dans un restaurant renvoyer un plat ou dire non, finalement j'ai changé d'avis. Faites comme si vous aviez de l'assurance. Et aux autres, on a dit, bon, ben, essayez de vous affirmer, sans plus de précision. Bon, ben, ceux qui ont fait comme s'ils avaient de l'assurance ont eu des retours en face d'eux de gens qui les connaissaient pas, qui les ont traités comme s'ils avaient de l'assurance et donc ils ont eu gain de cause. Bah, tandis que l'autre groupe patouillait un peu dans excusez-moi de vous demander pardon, etc. Donc, faire comme si, c'est toujours aussi un bon exercice. Allez, fais comme si tu étais. Il y a cette anecdote de Marilyn Monroe qui se promenait avec je ne sais plus quel journaliste, je crois que c'est un journaliste, et elle sort tout à fait habillée banalement, pas spécialement maquillée, et les gens la regardent pas dans la rue. Et elle est amusée, elle dit, regarde maintenant, je vais me mettre en Marilyn. Alors, elle se maquille pas davantage, mais en 2 secondes, sa posture change. Son mouvement, sa démarche, et là, focus, tout le monde la reconnaît, mais c'est Marilyn, c'est Marilyn. Parce que le fait de pouvoir switcher comme ça d'une personnalité, et pourtant c'était le même physique, les mêmes vêtements, le même maquillage. Mais en 30 secondes, elle se sentait être Marilyn. Elle rentrait dans un rôle et donc les gens ne voyaient que ce qu'elle donnait à voir. Ben, oui, mais ils voyaient ce que eux fantasmaient de voir. Je sais pas comment t'expliquer Oui, ça. mais elle savait, je veux dire, Elle le savait, elle, mais elle était intelligente, Marilyn. Elle était très intelligente, très, hein. très. Mais si elle switchait comme ça, nous, on peut switcher. Alors, pas en nous Oui. prenant. Moi, je vais pas me prendre pour Marilyn demain, mais si je manque d'assurance, je vais rentrer et je vais dire, allez, Flavia, fais comme si tu étais sûre de toi, comme si voilà, comme si ton autorité était indéniable. Eh bien, se dire ça, on change tout de suite, on lève le menton, on ouvre les épaules, on n'a un pas décidé, bonjour, on sort pas une petite voix bafouillante. Eh bien, nous sommes des animaux sociaux. La personne en face va capter, avant même qu'on ait ouvert la bouche, la démarche, le port de tête, la façon d'ouvrir la porte, de rentrer dans le magasin, de dire bonjour. Vous pourriez, s'il vous plaît? Vous voyez, un ton, une démarche, et tout de suite, l'autre en face capte le message. Ce qu'elle va renvoyer, c'est oui, bien sûr, nana, je vous en... Donc, la personne qui fait comme si va être confortée et va rentrer dans ce qu'on appelle une spirale vertueuse, un cercle vertueux. Et ce qui était au début un jeu de rôle devient une seconde nature et est intégré parce qu'elle aura vu que ça marche. Et ça aussi, c'est pas moi qui l'invente, hein. C'est très documenté en TCC, ce sont des exercices qu'on donne Mhm. et qui marchent. Ouais. En tout cas, merci Alors, parce qu'il y a plein de messages merci. sur le chat Ouais. aussi, Flavia. Bah, ça plaît à tout le monde, donc merci beaucoup, hein, vraiment, ça fait plaisir. Ah Voilà, oui, c'est génial. vraiment. Alors, il y a Steph qui dit, il parlait de la dépression. On n'est pas objectif quand on est au fond. Le problème, c'est quand la croyance s'ancre en nous, on la fait devenir réelle, c'est terrible. Casser le cercle au plus vite, sinon c'est plus long et plus compliqué à s'en sortir, même si on y arrive au final. La croyance peut remonter à l'enfance ou situations traumatisantes. Oui, Le MDR peut aider. oui, Voilà. oui. En effet. Jean-Yves donnait des exemples de livres aussi, Le Secret et le film Les Intouchables. Oui, oui, oui. Euh, Moi, j'aime bien cette idée, et ce que je propose, que chacun se constitue ce que j'appelle sa petite trousse d'urgence. Qu'il réfléchisse dans les moments où ça va bien. Qu'est-ce qui pourrait se mettre de côté comme un écureuil va mettre de côté ses noisettes pour les moments où ça peut être dur? Eh bien, on sait que, alors ça va être évidemment des évidences comme appeler telle personne, mais aussi regarder ce film. Je ne parle pas des moments de dépression, je dis des petits vagues à l'âme ou des moments un petit peu d'inconfort, de tristesse. C'est bien de se fournir à soi-même des outils, des moyens de réconfort. D'abord parce que ces moyens vont nous aider à traverser
des moments pénibles, mais aussi parce qu'ils vont le fait de se fournir à soi-même des outils pour aller mieux, vont nous donner confiance. Ce processus va nous donner confiance en nous-mêmes. On va être content, on voit que on est, on est autonome, qu'on ne panique pas, qu'on ne va pas ou peser sur autrui ou paniquer. Et puis on saura que si ces éléments de réconfort ne suffisent pas, on se dit, tiens, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un peu plus sérieux. L'idée, c'est vraiment d'être connecté à soi-même, à ce qu'on ressent, à ses besoins, et se connaître suffisamment pour savoir quand s'inquiéter. C'est vrai que si on vit déconnecté de soi, comment faire la différence entre un accès de mélancolie, un petit passage nostalgique, une vague de démotivation, de lassitude, et puis faute de proximité avec soi, de connaissance de soi, oui, on peut tomber à la dépression ou faire un burn-out, et il est trop tard quand on a les deux pieds dedans, effectivement. Donc se connaître, arriver à, à être familier avec ses réponses émotionnelles, avec la manière dont on affronte, on traverse, on surmonte ou pas des épreuves, les relier à son histoire, se fournir des outils au bon moment, interroger régulièrement son désir, ça c'est important en prévention. Hein, parce qu'on est sur des rails les trois quarts du temps. On est posé, on avance, mais s'arrêter pour dire, attends, est-ce que ce rythme, cette relation, ces loisirs, ce mode de vie, est-ce que ça te rend vraiment heureux? Est-ce que tu es vraiment bien? Est-ce que tu ne peux pas soustraire ou ajouter des choses qui te rendraient la vie plus C'est bien de se confortable, poser qui la te question. ressembleraient Mm. davantage? Oui, oui. C'est important de se poser la question. Oui, Parce que tu parles aussi dans ton livre, et c'est vrai, avec des personnes qui ont l'impression vraiment d'avoir raté leur vie, quoi. D'avoir rien fait de bien, d'être passé à côté de plein plein de choses et tout. Donc ce que tu oui. dis là, c'est vrai que ça se rejoint, quoi. Mais là encore, être passé à côté de sa vie, c'est vrai que c'est souvent, comment dire, aussi un biais cognitif, parce qu'on n'a pas Oui. tout raté. Mais se dire, vraiment encore une fois, dans ces face-à-face avec soi-même, se dire, attends, qu'est-ce qui te fait dire que tu as raté ta Ah ben vie à oui. l'instant T? Voilà, je Mm. me dis, Flavia, qu'est-ce qui te fait dire ça? Oui, mais moi, j'aurais aimé faire ci. D'accord. Bon, Oui. là, est-ce que c'est possible de rattraper le coup? Oui ou non? Non. Qu'est-ce que tu pourrais faire qui te donnerait autant de plaisir et de sens que cette chose que maintenant, je sais pas, si je voudrais être championne de ski, ben, il est un peu trop tard, hein, mais Ça, tu qu'est-ce sais qui pas. te plairait vraiment et qui te donnerait cette sensation? Mais c'est Eh ben, intéressant, vraiment. Ça. ça serait quelque chose qui ne serait pas le ski, mais qui me forcerait à revenir aujourd'hui avec la personne que je suis, avec mes ressources et mes limites d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me motiverait? Qu'est-ce qui Mm. serait aussi à ma portée matérielle et physique? Voyez? Mhm. Donc, c'est toujours se servir d'un sentiment de tristesse ou d'insatisfaction ou de frustration ou de démotivation, l'interroger pour comprendre ce qui le génère, ce qui le provoque, et se Oui. dire, OK, comment je pourrais y répondre de manière à le neutraliser? Mhm. Bah, je Voilà, c'est comprends. cette Bah, interaction, être ouais. proactif dans sa vie. Après, il y a des artistes, des grands artistes ou même des fondateurs d'entreprises. Par exemple, j'ai regardé, tu sais, un reportage sur Steve Jobs là, de Apple. Oui, Et ben, ils ont expliqué, avant de mourir, lui, vraiment, les choses qu'il a dites, simplement, c'est pas j'ai raté ma vie, mais j'étais pas avec ma famille, j'ai pas fait ci, j'ai oui, pas fait ça. Enfin, il avait l'impression, oui, limite d'avoir oui, fait tout à côté, alors que ce qu'il a fait, bah, c'était bien, c'était Apple, quoi. Mais enfin bon. oui. Mais si tu l'écoutais, c'est ce qu'ils expliquaient dans le reportage, quoi, vraiment, tu vois. Ça rejoint ce que tu dis totalement. Il y a eu c'était un livre, c'était une infirmière australienne qui a fait un livre. Pendant 25 ans, elle Oui. a suivi des personnes en fin de vie et elle a rassemblé les 5 regrets les plus forts. Ah, ça, c'est Pas intéressant. un de ces regrets de toute une vie ne concernait l'argent,
ne Voilà. concernait la réussite sociale. C'était en gros, et en détail d'ailleurs, Mhm. je n'ai pas dit assez aux gens que je les Mais là, aimais, c'était ça, que je quoi. les aimais. Mhm. Voilà. Je n'ai pas consacré assez de temps à ceux que j'aimais. Et il y avait aussi, je me suis en gros détournée de ce qui me convenait pour faire plaisir ou pour ne Ah pas oui. déplaire à mes parents ou Mhm. pour voilà. Donc c'était vraiment autour du sens et de l'amour. Oui. Vraiment, c'était uniquement ça. Mais la réussite matérielle et la notoriété, tout ce qui va avec ce qu'on appelle une vie réussie au Oui, sens, ouais, c'est ça. ça n'avait rien à voir avec ça. C'était Mhm. vraiment aimer, Ça, c'est dire qu'on a aimé, c'est la intéressant. qualité d'amour. Bah oui, la Voilà, qualité, l'amour, c'est on retourne à la source au absolument. final, vraiment quoi. Absolument. Et le sens. Et le sens, oui. On peut mener des vies. Je ne sais pas si vous avez vu ou entendu parler de c'est très zen, hein, de la philosophie zen, qui est concentrée dans un film, le dernier film de Wim Wenders, mais qui est tout à fait, comment dire, un concentré de la philosophie zen, qui est que ce que l'on a, c'est vraiment ce qu'il y a à chérir, à aimer, c'est ce qui nous donnera le plus de satisfaction. Dans ce film de Wim Wenders, on voit un homme qui se lève tous les matins, procède au même rituel et il est nettoyeur de toilettes publiques dans Tokyo. Et pourtant, on le voit arroser sa plante, conseiller tel jeune, préparer son petit sandwich, le manger tous les jours. Il écoute, la bande son est formidable, une musique dans son petit véhicule, heu, quand il écoute de la musique en conduisant, il écoute vraiment. Il mange son petit sandwich en regardant le jeu du soleil dans les feuillages et à la fin du film, on se surprend à envier la vie d'un laveur de toilettes à Tokyo, parce qu'il est tellement présent à ce qu'il fait, à ce qu'il est. Il est tellement, comment dire, à soigner tous les pans de sa vie, à chérir ce qu'il a, qu'on se dit, mais en fait, c'est ça une vie réussie. C'est vraiment ça. C'est vraiment être présent à soi. C'est vraiment apprécier toutes les petites choses, comme si chaque jour était le premier et le dernier. Avoir ça en tête, quand même. Ça, c'est un aiguillon qui nous pousse comment dire, à habiter notre vie avec intensité et avec conscience. C'est toute la philosophie zen d'être totalement présent et totalement content de là où on se trouve, de qui l'on est et de ce que l'on a. Or, notre culture nous dit exactement le contraire. C'est consommer, vous serez heureux. Devenez plus mince, plus grand, plus Oui, oui, jeune, c'est et que vous ça. serez heureux. Ben oui, Des voilà. promesses, toujours des promesses sur un futur qui n'est jamais On atteignable. sait même pas ce qu'il y aura. Tiens, en plus, t'en Voilà, parles de l'anxiété, de la nostalgie et tout. Bah oui, voilà, c'est ça, quoi. absolument. Et oui. Et se perdre dans un temps qui n'est plus ou Mhm. se projeter dans un temps qui n'est pas. Donc deux fictions. Oui. Mhm. Oui, mais est-ce que Voilà, c'est rassurant aussi? L'anxiété, non, évidemment que non, c'est l'anxiété, mais la nostalgie, est-ce que ça peut être rassurant et triste à la fois? Parce oui, que bon, on est oui. rassuré de quelque chose parce qu'on sait que c'était bien, et encore peut-être qu'on l'embellit au final, puisque voilà, ça nous arrange aussi, puis c'est le cerveau. Tu le dis que c'est notre pire ennemi ou notre meilleur ami, le cerveau, en plus, donc voilà. Absolument. La nostalgie, on peut en faire quelque chose qui va nous empêcher de vivre, Oui. qui va inhiber l'action, mais on peut en faire quelque chose de vivant. Mhm. C'est-à-dire que si je me retourne sur un moment heureux de ma vie, déjà, m'y projeter, le revivre, me fait du bien, me remplit aussi du gratitude, parce que prendre conscience qu'on a vécu quelque chose de bon, de vrai, de beau, on est forcément en état de gratitude. Il y a ce petit truc de se dire, ah, mais ça sera plus comme ça après aussi, il y a ça, tu vois, parfois aussi. Alors voilà, c'est là où il faut repérer le moment où la nostalgie se transforme en projection anxieuse. Non, ça c'était bien, je le savoure et en le revivant, je me repasse les sensations agréables et je me dis, ah c'était chouette, mais j'ai quand même eu de la chance de vivre ça. Et on arrête le film. C'est comme un générique de fin quand on va au cinéma. On ne va pas se dire, oui, mais le héros, là, qu'est-ce qu'il va faire? Non, c'est le passé, c'est le film.
Et quand on se dit ça se représentera plus, effectivement, comme disait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Mais ça ne veut pas dire qu'on va pas avoir une autre baignade fantastique dans une rivière ou dans un lac. Parce que notre cerveau aime le familier et ce qui nous rassure, c'est la répétition. Donc on se dit, ah, ça ne se reproduira plus, donc je ne serai jamais plus heureux. Mais Bah, le c'est un biais confort, cognitif, oui, c'est vrai. Bah, c'est un le cerveau, il aime raisonnement bien son petit biaisé. confort aussi, hein. Ah oui, ah oui. Et puis il aime le connu. Oui, Le c'est rassurant. cerveau Mm. aime ce qui est connu, ce qui fait qu'on va euh, préférer de manière presque naturelle, par exemple dans les relations affectives, on va vers le familier, même si ce familier est toxique, parce que pour le cerveau, c'est un terrain connu, donc il y a moins de danger. Or, le cerveau n'aime pas le changement, parce que le changement, c'est l'inconnu, et l'inconnu, c'est le danger. Donc, il faut aussi leurrer notre cerveau. Et bien se connaître, c'est justement savoir qu'il y a des automatismes, des habitudes qui sont de faux amis pour nous. Et donc voilà, être dans une relation d'introspection, de questionnement, ça ne veut pas dire tout couper les cheveux en quatre et se prendre la tête en permanence, pas du tout. Mais ça veut dire au moment un petit peu délicat, où on ne se sent pas très bien, là je me mets en mode questionnement, investigation et je deviens mon propre enquêteur. Et je m'interroge. Je m'interroge aussi comme si j'étais mon meilleur ami. Si je vois mon ami qui n'est pas bien, je lui dis, mais dis-moi, qu'est-ce qui va pas? Ah bon, mais tu es sûr? Mais pas du tout, tu n'es pas du tout comme ça. Je vais d'ailleurs te donner la preuve que ce jour-là, tu as été courageux, ou bien cette fois-ci, tu as été très créatif. Donc, si on adopte le rôle du meilleur ami, on ne se trompe pas dans les questions que l'on va se poser et dans les réponses que l'on va obtenir. Ça ça c'est un ça c'est ap vraiment un outil accessible à tous, à nous tous et qui est vraiment, vraiment, vraiment productif et qui débloque des situations et qui permet de comprendre les choses. Et dès qu'on comprend quelque chose en soi, il y a le stress qui baisse et on se dit: «Ah ben voilà, je suis pas écrasé». Ça, c'est comme Oui, si c'est on sûr. ressentait Mm. qu'on est à nouveau aux manettes. Mais comment est-ce qu'on peut, selon toi, enfin, intégrer des souvenirs positifs à notre présent pour trouver de la force? Il suffit de se retourner sur la plus infime victoire, même la plus petite et aussi lointaine soit-elle, et la revivre. C'est-à-dire que ce qu'on a déjà vécu une fois, on peut le revivre dans des domaines différents, avec des moyens différents, de manière incalculable. Et nous avons tous vécu au moins un moment de victoire, un moment de fierté, un moment heureux, un moment où on a été aimé et où on a aimé. Tous, nous tous. Donc, en revivant ce moment et en s'en servant non pas comme un gouffre de nostalgie, comme tu disais tout à l'heure, mais comme un tremplin de motivation, quelque chose qui va nous redonner la pêche et la foi, parce que, par exemple, dans l'épreuve, on oublie qu'on a déjà surmonté des épreuves et que la marche qu'on a dû franchir, le gouffre qu'on a dû franchir, on l'a déjà fait. On oublie qu'on a petit, on a une série d'épreuves, heu, s'intégrer dans une nouvelle classe, un déménagement, un divorce, une moquerie de camarades, des interros, ou des examens, difficiles où on s'est trompé. Bref, on a surmonté toutes nos épreuves. Donc se souvenir que ce qu'on craint on l'a déjà surmonté, on a déjà avec les moyens qui étaient les nôtres de l'enfant, de l'adolescent, on y est arrivé. Pourquoi on n'y arriverait pas à nouveau? Et si on doute, et se dire, mais ça, je ne crois pas en moi, parce que c'est un nouveau biais cognitif. Ou c'est de l'anxiété, ou c'est ce qu'on m'a fait croire. Oui, oui, mais Toujours parfois on aime bien se démonter. replonger sur des trucs. Bon, par exemple, attends, je vais te donner un exemple. Tu vas tout savoir, Flavia, il y a pas de souci. Tu sais, moi, par exemple, parfois j'aime bien écouter tu sais, les mangas que j'écoutais il y a longtemps, quand j'étais plus jeune, quoi. Oui, Par exemple, hein, oui, je sais pas, j'avais déjà Caro, elle est là, j'avais pas donné de nouvelles à Caro pendant plusieurs jours, mais aucune nouvelle, ni bonsoir, ni bonjour, ni rien, parce que j'écoutais Ulysse 31, j'avais envie d'être dans mon truc, et puis j'ai plus donné de oui. nouvelles, tu vois, par exemple. Mais bon.
Donc, Caro, elle s'est demandé ce qui se passait, mais parce que j'étais vraiment à fond dans mon truc. Mais en même temps, c'est bien, mais c'est un peu comme si c'était rassurant quand même, parce qu'on a écouté ça il y a longtemps, on a vécu, c'était super sympa et tout, tu vois aussi, par exemple. Mais c'est très bien, ça c'est ce que j'appelle les ressources, que vraiment ça tu peux mettre dans ta trousse, dans ta boîte à ressources. On Oui. a besoin en plus de petites régressions. On Mhm. a besoin par exemple, de ce qu'on appelle la comfort food, la nourriture de réconfort. La purée qu'on mangeait dans notre enfance, les petites fraises Tagada, les bonbons Exactement. Haribo, Mhm. euh, les petits films. Je crois d'ailleurs que La petite maison dans la prairie, dans tous les pays du monde, c'est la série que les gens se sont le plus repassés. Mais pourquoi? Ah oui, c'est vrai, Parce ça qu'on y m'étonne voit pas. une famille unie Oui. qui pourtant connaît des épreuves Mhm. et qui reste unie, qui trouve des solutions, qui reste honnête, intègre, qui a des valeurs dans ce petit monde naturel, qui n'est ni pollué ni industrialisé, des valeurs simples. Donc Oui. on a tous besoin de se replonger et de se repasser, euh, de s'immerger dans des univers Mhm. euh, un peu enfantins, rassurants. Parce que c'est rassurant, oui. Ou tu vois, Oui, parfois, je suis avec un ami, on se balade, et puis en fait, j'ai envie d'aller près de la maison où j'habitais quand j'étais petit. mais Donc je passe oui. devant, mais après en passant, bon, je rigole, mais je dis, dis donc, ouais, c'est ma maison, c'est pas la leur à eux. Là, je vais y aller leur dire, tu sais, pour rigoler. Mais j'aime bien passer devant parce que c'est là où je connaissais, tout ça. Tu Bien vois, par sûr, exemple, voilà bien quoi. sûr. Et là, Mm. ce que tu dis, c'est très important. Nous avons aussi besoin de permanence. Malheureusement, la loi la plus permanente, c'est celle de l'impermanence. Tout change tout le temps, tout bouge. Mais pour nous sécuriser, nous avons besoin de nous référer ou de croire qu'il y a de l'immuable. Et c'est vrai que cette maison, même si elle n'est plus la tienne, dans tes affects, dans ton cœur, ça Oui, reste ta maison. mais c'est Donc c'est ça. immuable. C'est pour ça que je le dis, c'est ma Et ça fait maison. du bien. C'est ça, quoi. Voilà. Voilà, oui, oui. Non, mais Ah voilà, non, mais oui? c'est, bah, ça m'y fait penser, hein. Tu sais, en lisant ton livre, c'est vrai que j'ai pensé à plein de choses, bah, concrètes, forcément, quoi. C'est Oui, normal. c'est très concret tout ça. Là, on n'est Mhm. pas en train de faire du jus de crâne, C'est hein. ça, hein. On est Mhm. vraiment dans ce qui nous concerne tous, dans ce qu'on a tous vécu, qu'on vit tous ou qu'on vivra tous. Ces moments plus ou moins importants, de creux plus ou moins profonds. Et se dire que on n'est pas condamné à rester au fond du trou. Personne. Ce n'est pas vrai. On peut remonter, regagner la lumière. C'est à notre portée. Et c'est vraiment, comment dire, le, le, le message le plus simple le plus fort de se dire que l'esprit, l'âme, le cœur, ce qu'on veut, a toujours le dessus sur le matériel. Mais vraiment, sur la chimie de notre physiologie, elle est transformable. Il n'y a rien qui soit voué à rester, à nous faire mariner, nous condamner au chagrin, au néant, à la lassitude. Ce n'est pas vrai. Alors encore plus quand on est porté par une énergie, par une croyance spirituelle. Là, on sait qu'on est relié, qu'on n'est jamais seul et que en tout cas, puisque c'est aussi le travail d'accompagnement psychospirituel que je fais, on a choisi nos modalités d'incarnation pour grandir, pour rayonner la lumière que l'on est. Mais ça ne veut pas dire que ces modalités d'incarnation, on doit les mépriser, les négliger. Non, on doit comprendre ce qui nous arrive, ce pourquoi on ne va pas bien, ce qui pourrait nous faire aller mieux, pour ensuite nous déployer au mieux, parce que pas, il n'y a pas un idéal, mais au mieux de ce que la vie et ce qu'on a choisi aussi d'avoir comme carte dans les mains. Oui, oui, c'est vrai. Ah, dis donc, attends, parce que ils sont bien inspirés, les amis, sur le chat, hein. Stéphane, t'es à fond. Il est bien, il nous a fait tout un roman. Mais c'est bien, au contraire, hein, c'est sympa. Il y a des messages, donc si tu Alors, veux, Flavia, comme ça. il y a une Voilà. question de Cécile. Euh, Considérez-vous l'hypersensibilité comme un défaut? Je ne sais pas dire non et c'est un réel problème. Ah, alors, l'hypersensibilité, là, il y a deux questions. Il y a la capacité à s'affirmer et à dire non, à poser des limites à autrui.
et le fait d'être hypersensible. Mais c'est vrai, et c'est pour ça que c'est intéressant ce parallèle, que les hypersensibles sont souvent des hyperempathiques et des personnalités qui ont peur de blesser, de vexer, de créer du conflit, parce qu'elles-mêmes sont blessables, n'aiment pas les conflits et sont vulnérables au sens de la moindre piqûre est ressentie, comme plus petite joie est ressentie euh, puissance 10. Donc, c'est pas un défaut, ce n'est pas une qualité, c'est une caractéristique, l'hypersensibilité. C'est comme si un thermostat, pour X raisons, il y a plusieurs pistes qui peuvent expliquer, mais notre thermostat de sensibilité, c'est comme s'il avait été mis, par exemple, sur 10, alors que la moyenne, c'est à 5, comme une chaudière. Et que donc, tout ce qui est vécu et tout ce qui est projeté comme réaction de l'autre est en mode maximum. Donc, on n'ose pas dire non. Parce que dans l'hypersensibilité, il y a cette notion d'excès. Et que tout de suite, on imagine que si on dit non, on va être rejeté, on va être critiqué, on va être plus aimé et où on va rentrer en guerre. Donc, les émotions de l'hypersensible majorent sa perception de la réalité. Une des clés pour s'y retrouver et, comment dire, ne pas majorer et voir avec plus à froid, plus de lucidité la situation, c'est de se dire, si on pense à une personne qu'on trouve de sensibilité normale dans notre entourage, qui est, voilà, qui n'est pas hypersensible, on lui dit par exemple, si c'était Isabelle à ma place, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle dirait non ou elle accepterait? Elle dirait non. Donc ça veut dire que cette personne qui représente un peu la sensibilité moyenne et pas la sensibilité excessive, eh bien, va poser un acte que tout le monde va trouver normal. En tout cas, la majorité. Donc, on va se dire, ben, je vais essayer de dire non et puis je vais voir. Isabelle aurait dit non. Si dans une autre situation, cette même Isabelle de sensibilité moyenne, enfin normale, je veux dire normale, pas au sens normatif, mais commune, non, là, Isabelle, par contre, elle aurait dit, ok, j'accepte. Eh bien, l'idée, c'est dans son raisonnement qui est un peu comme ce thermostat qui est réglé trop fort, c'est d'intégrer à notre raisonnement, à nos réactions, un tiers qui représente, je dirais, la loi de la majorité. C'est un peu la norme. Non pas pour être conformiste, mais pour nous donner une idée de ce qui serait facilement accepté ou de ce qui est excessif comme, comme prévention ou précaution de notre part. Voilà, parce que l'hypersensible, c'est le trop. Mais dans tous les domaines, alors ça donne des sensibilités alors artistiques, euh, humaines. Voilà, c'est on se réjouit, on voit une feuille d'automne qui tombe d'un arbre dans la lumière, on fait oh, alors que bon, les autres vont passer sans rien voir. Ça va être aussi une petite remarque d'une personne qui nous brise le cœur alors que une personne au thermostat réglé normalement se dirait oh bon là c'est juste une vanne, c'est pas grave. Voilà, donc l'hypersensible c'est le trop. Et pour qu'il réussisse à se préserver et à ne pas se cramer, littéralement, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'une personne qui serait moins sensible que moi, moins à vif, moins vulnérable, moins émotive. Et encore une fois, c'est pratique de se choisir quelqu'un dans la réalité, de dire, tiens, lui, elle, comment il réagirait? Qu'est-ce qu'il dirait? Qu'est-ce qu'il ferait? Et comme ça, on peut arriver à moins s'épuiser et à être dans des réponses sociales, personnelles, affectives, qui sont un peu plus économiques en termes de dépenses d'énergie euh, émotionnelle et affective. Je ne sais pas si je suis claire. Bah Ah écoute, oui, oui. pour moi, Moi, Hein? je oui, en pense tout que cas. c'est bon. Oui, oui. Merci beaucoup, Cécile, pour ta question déjà. Merci. Oui. Bien, Steph avait rajouté, alors je ne sais pas parce que il a réagi au fur et à mesure. Euh,
Il est top ce film, c'est Perfect Day. Oui. Ok. Le livre Une rose et un balai. Ah, ah, il y a un livre. Merveilleux, je le note. Je ne savais pas. Formidable. Merci, Steph. Voilà. Une rose et un balai. Ah, c'est super. Moi, j'ai une Oui. question par rapport au livre. Quand tu parles des relations toxiques, tu parles des Ah, vampires je émotionnels voulais en et parler. Merci, du Caro, t'as terme lu les dans mes... loups-garous. Ça, C'est j'avais ça. jamais entendu le terme C'est loup-garou. ça. Bah, Caro, Euh, merci, parce que c'est ce que je voulais demander. Donc voilà, bah, merci beaucoup. Super. Ah, mais oui, dans les fameux toxiques, parce qu'on a beaucoup parlé des pervers, oui, des pervers narcissiques. Mais c'est vrai que les loups-garous ou les vampires émotionnels sont, sont particuliers parce alors on les remarque pas toxiques, mais tout de suite, pardon, ils sont toxiques parce qu'ils sont ambivalents. C'est-à-dire que eux-mêmes, euh, c'est comme s'ils avaient deux polarités, une vraie polarité de victime et une polarité de prédateur. Et en nous, ils vont à la fois nous attendrir, nous inquiéter, on va être touché par leur vulnérabilité, ils vont susciter en nous la vocation du sauveur, de la maman, du papa, et en même temps, ils nous irritent parce qu'on voit que euh, tous les efforts qu'on fait, les attentions qu'on prodigue, ça dure le temps que ça dure, et puis ils ne bougent pas de leur position, et surtout, ils changent une fois qu'on est épuisé, qu'ils ont épuisé la personne ressource de laquelle ils aspirent du temps, de l'énergie, de l'argent, certains, et de l'attention, eh bien, ils vont en chercher une autre, mais ils ne changent pas pour autant. Ils changent ils changent de proie, en fait. Et comme le loup-garou, on le voit d'abord un humain qui se transforme en loup-garou assoiffé de sang, ces personnalités sont pas tout à fait ordinaires, on ne les remarque pas, mais simplement, on, quand on commence à remarquer qu'elles sont un peu demandeuse, un peu épuisante, qu'elle sollicite beaucoup l'attention et qu'on a beaucoup donné d'écoute, de soins, de conseils, de services. Et puis, dès qu'elles ont pris cette force, qu'elles ont aspirée, là, on voit le côté loup-garou, un peu prédateur, qui va servir ses intérêts, qui va manipuler, qui va se montrer impitoyable dans ses décisions, juste avant de retomber dans quelque chose de, 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 j'allais dire, oui, de passif-agressif, parce qu'ils sont foncièrement passifs-agressifs. Et donc, c'est un mélange de géniardise et puis après d'accusations agressives. Et en fait, ce sont des gens qui laissent sur le carreau et qu'il faut vraiment savoir repérer dès qu'ils mettent en avant oui, je dis leur manque, leurs failles, leurs défaillances, leurs malheurs. Ça, ils ferment comme ça la proie. Par la pitié. Alors, ils pleurent facilement, tout le temps au travail. Ce sont les gens qu'on voit pleurer souvent, tout le temps. Et puis, ils ont des comportements d'enfants. Euh, ils vont s'excuser. Bref, il brouille toutes les pistes affectives un peu sur le mode comme l'ancien vilain, enfin pas vilain petit canard, le petit poussin, là, le Calimero, qui faisait que dire c'est trop injuste d'être si petit. Voilà, alors il dit c'est trop injuste, et puis ils font pitié. Et puis après, bon, ils prennent toute la force de leur proie. Et là, il faut tout de suite poser des limites en disant, écoute, je t'ai donné un conseil, je t'ai accordé mon temps, moi je ne peux pas faire plus, je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, ou bien peut-être si tu as un problème sérieux, va voir quelqu'un. Mais s'il n'y a pas de limite Ouais, c'est posée, ça, quoi. eux par contre sont sans Mais limite. tu peux pas dire que j'ai Vraiment. pas que ça à foutre directement, ça va plus vite comme ça au moins, t'es Non, tranquille. voilà, on peut le dire, Tu on dis, peut dire, écoute, j'ai écoute, pas que moi ça j'ai à mes faire. soucis, je sais bien que tu as les tiens, Bah oui, c'est mais ça, quoi. moi j'ai les Ouais, mais miens, c'est donc plus vicieux que voilà. ça, hein. Ah oui, oui, Mais oui. oui, ces loups-garous et ces Et vampires, souvent, ils vont dire à la fin, bah, je t'avais rien demandé, moi. c'est ça. Enfin, En Mais plus, bien sûr, mais bien sûr. Non, non, mm. c'est repérer les personnes qui nous affaiblissent et celles qui nous donnent ben, du plaisir d'être avec elles, de l'énergie.
euh, mais ou au moins que ce soit neutre, que le bilan énergétique soit neutre, alors que ces personnalités qui sont faibles, manipulatrices et infantiles, ben, laissent tout le monde sur le carreau, hein. Et alors, qu'est-ce que tu penses? Tu les mets dans quelle catégorie, les gens qui te rendent tout le temps, qui disent ah oui, oui, je vais t'aider, t'inquiète pas, on va faire ci, qui veulent te rendre service en permanence, mais en réalité, ils attendent quand même quelque chose, ou alors parfois ils te reprochent, ils disent ouais, tu vois, je t'ai bien aidé quand même, tu pourras aussi, voilà quoi. Enfin, tu sais, il y en a plein aussi des gens comme Ah ben il ça. y en a plein, ça c'est ben, c'est vraiment ça, je pense malheureusement que c'est un mode relationnel qui est très fréquent, c'est celui du donnant-donnant, il n'y a pas le Ah oui, plaisir voilà. de donner. Hmm, hmm. On parlait vraiment tout à l'heure du film Perfect Days de Wim Wenders, hein, donc son scénariste était japonais, qui est vraiment, comme je le disais, très, très imprégné de la philosophie zen. Et il y a un mot au Japon qui est mushotoku, qui veut dire sans but ni esprit de profit. C'est un concept zen qui consiste à faire ce qu'on a à faire, à donner ce qu'on a à donner, sans but ni esprit de profit, c'est-à-dire en gros sans attendre de retour, de reconnaissance, de validation. C'est-à-dire moi je donne parce que j'avais envie de donner, mais je ne donne pas pour obtenir quelque chose en retour ou pour faire pression ou pour manipuler. Et on se rend compte que quand on arrive à cette gratuité du geste et de la posture intérieure, ben on n'est pas déçu. Puisque si on l'a fait parce que ça nous faisait plaisir ou que c'était en accord avec notre éthique, nos valeurs et notre vision de la vie, on n'est jamais perdant. Si l'autre est un ingrat, ben tant pis pour lui. Si l'autre est un profiteur, ben tant pis pour lui, c'est pas joli. Mais nous, on aura fait ce qu'on estime juste. Parce qu'on n'est jamais déçu, blessé ou frustré que quand on a fait, dit ou donné pour avoir quelque chose en retour. C'est là qu'on s'affaiblit et qu'on se trahit quelque part, qu'on trahit ses valeurs. Donc, la Et gratuité du geste. tu penses quoi du terme? Moi, je trouve que c'est quand même fort à la mode, pervers narcissique, on met ça à toutes les sauces. Ben, c'est-à-dire que pervers, narcissique, oui, il faut choisir. Souvent, un pervers, en psychologie, en psychanalyse, c'est un être bon, qui n'a aucune empathie, qui est un pervers, qui est structuré dans la perversion et qui jouit du mal qu'il inflige à autrui. En fait, quand on dit pervers narcissique, en réalité, bon, le terme est passé, mais il n'était pas très orthodoxe au départ. En fait, on parle souvent de grands narcissiques ou de narcissiques pathologiques, c'est-à-dire de gens qui à la fois qui sont évidemment égocentrés, qui ont un souci extrême de leur image, de leur apparence, de ce qu'on pense d'eux, et qui se servent des autres comme de tremplin, de miroir, de faire valoir. C'est-à-dire que tout leur investi, leur énergie, tout est investi dans leur image et dans le personnage un peu grandiose qu'ils pensent être et qu'ils souhaitent présenter au monde. Maintenant, les pervers narcissiques tels qu'on les décrit, ce sont simplement des manipulateurs qui sont souvent, comment dire, euh, qui ont pour le coup, un narcissisme très défaillant et qui ont besoin d'avoir des gens soumis à leurs bottes, qu'ils dominent pour eux se sentir valoir quelque chose. Donc il y a un peu de tout, il y a plusieurs profils hein, dans ce qu'on appelle les PN ou les pervers narcissiques. Voilà, ce sont des gens aussi qui vont se montrer charmants à l'extérieur, y compris avec leur conjoint, et leur faire vivre l'enfer à la maison jusqu'à les... Alors il y a des troubles de l'attachement, hein, mais évidemment là-dedans, mais il y a plusieurs profils qui correspondent à cette étiquette. Mais c'est vrai que maintenant, la moindre manipulation ou sale coup, c'est ah, je suis tombée encore sur un pervers narcissique. Ouais, c'est ça. Ben non, tu es tombé sur un sale type parce que probablement, voilà, il faut remonter dans son histoire et voir que le sale type, on l'avait déjà, le terrain avait déjà été préparé par papa, maman ou d'autres, quoi. Eh oui, c'est vrai Mais qu'il y a des termes à la mode, enfin, il il y y a a des oui, il modes. y a des termes à la mode, ouais, ça c'est À un sûr. moment, c'était aussi la bipolarité. Ah oui, oui, oui. Il y avait que des bipolaires Bah, sinon, tu partout. sais, Flavia, namasté, hein, moi je te dirais aussi. Hein.
Oui, bien C'est- sûr, Bien sûr. bien sûr. Voilà quoi. Bienveillance. Bienveillance, voilà, tout est bien. Mais oui, bien sûr. Gratitude. Voilà, Gratitude, mais oui. c'est ça. Oui, oui, on vide les concepts et les mots de leur substance, on les affadit et puis Mhm. ils ne veulent plus rien dire, hein. C'est Au ça. bout de la chaîne, Au tout final, se c'est vaut. vrai. Oui, 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 oui. Eh oui. Mais alors, tu sais, enfin, en parlant des relations toxiques, comment est-ce qu'on peut faire la différence vraiment, hein, si on veut la faire, entre une relation toxique et une relation qui nous nourrit, quoi, ou qui nous épuise émotionnellement, parce que parfois c'est pas facile, peut-être. Ben là encore, c'est un peu comme l'intuition, hein, dont on Mhm. parlait tout à l'heure. C'est Oui, vraiment revenir à son ressenti profond. d'accord. C'est-à-dire que si on se sent, par exemple, il y a un indicateur qui peut aider, c'est que si dans une relation, on est avec une personne et quand on se retrouve seul pendant une journée, oui, mettons pendant une journée, si on sent qu'il y a un effet de relâche, du genre, ah ouf, je me sens plus sur le qui-vive, ou bien qui correspond, hein, comme sensation à ce que je dis là. Donc, ouf, un effet de relâchement. Je ne me sens plus observé. Je ne me sens plus jugé. Je ne suis plus sur le qui-vive. Là, franchement, on peut se commencer à se mettre en mode vigilance. Parce qu'on n'a pas à se sentir soulagé de ne plus être sous le regard de l'autre. La qualité d'une intimité se mesure à un bien-être de ressenti. Hein, ça ne veut pas dire que ça doit être tout le temps euh, le nirvana, voilà, au top, non. Mais il n'y a pas un effet de soulagement dès lors qu'on n'est plus sous l'œil de l'autre ou en présence de l'autre. Il n'y a pas une tension intérieure, il n'y a pas la peur de se tromper, d'être jugé, de ne pas être à la hauteur. Tous ces signes de tension intérieure, d'insécurité, alors c'est ou la personne qui a un problème d'insécurité et de confiance en elle, bien évidemment, ou alors ben, une relation qui vient sérieusement réveiller ce manque de confiance qu'une autre relation n'aurait pas réveillé. En fait, tout ce qui est de l'ordre de l'inconfort qui tient à ben, je ne me sens pas à l'aise, j'ai peur euh, de, de, d'être perçu de telle ou telle manière, je ne suis pas à la hauteur, de, euh, ou alors comment dire, je me sens un peu manipulée, un peu utilisée. Tout ça crée des sensations physiques. On est serré, on est tendu, on est en contraction. En revanche, ben, c'est le corps parle tout seul. Dès qu'on est bien, ah ben, y a qu'à voir, on est bien quand on veut se relaxer, on rentre chez soi, hop, on enlève les chaussures, on se met dans un fauteuil, on est en mode expansé, on est ouvert, on est détendu. Alors, on va pas s'avachir avec l'autre, hein, c'est pas ça, mais quand on est bien avec quelqu'un, ben, on se sent tranquillement être soi-même. On n'est pas sur le qui-vive. Et c'est très sensoriel, c'est très physique ces sensations. On doit prêter vraiment attention à ces sensations dans tous les domaines, parce que dès qu'on remarque quelque chose de l'ordre de la tension, de la contraction, du repli, de la fermeture, euh, de l'inconfort au travail, dans une relation amoureuse, il y a quelque chose à interroger, vraiment. Mm. Le D'accord. corps ne ment pas, comme C'est disait ça, hein. Le corps, c'est ce qu'on disait tout à voilà, l'heure, quoi. la grande psy Alice Miller. Oui, oui, oui. Le corps ne ment pas. Non, on a des indications vraiment qui nous sont données, qui vont de notre inconscient au corps. Mm. Et c'est notre mental qui, des fois, réécrit l'histoire, arrange les faits pour sa convenance du moment. Mais le corps ne ment pas. Bah, souvent, on se dit que ça soit en amitié, en amour, au travail, enfin dans toutes les relations, la première sensation était la bonne par rapport à la personne. Oui, souvent. Souvent parce que c'est quelque chose qui nous, comme ça, qui nous traverse. On est en réceptivité. Et alors après, c'est vrai que là où je mets le bémol,
c'est que on projette facilement à partir d'associations inconscientes que l'on fait. Il y a des fois un détail d'une personne qui peut s'avérer être un détail malheureux, d'une ressemblance même inconsciente, hein, physique, ou ou d'une dégaine, ou d'une manière de parler qui va nous rappeler, sans même qu'on en ait conscience, quelqu'un associé à une expérience pas sympathique ou une personnalité pas sympathique qui, qui va avoir des caractéristiques physiques ou comportementales qui vont nous mettre en vigilance, mais de manière erronée, tout simplement parce que notre cerveau, encore une fois, qui n'aime pas l'inconnu, va toujours chercher des points de ressemblance et des points familiers. Mm. Donc, Mm. mais c'est vrai qu'une sensation un peu persistante euh, de méfiance ou des petites choses dans la relation qui au début choquent, gênent, irritent, euh, déstabilisent, il ne faut pas les enfouir sous le tapis, il faut les garder dans un coin de sa tête. Si ça se reproduit, il faut aborder le sujet avec la personne et ne pas hésiter tout de suite à dire si on a été gêné ou étonné par quelque chose, un comportement, une remarque, dire tu sais, ça m'a fait bizarre ou j'ai ressenti cela quand tu as fait ça. Et là, on voit ce qui se passe. Euh, Mais c'est plus là, là constructif aussi. ah oui. Bien sûr, parce qu'on n'a pas à être juste en observateur consommateur de l'autre. Ah, c'est une interaction. Donc, moi, ce que je dis et ce que j'ai remarqué, pour en avoir parlé des années avec des thérapeutes de couple, c'est plus tôt on aborde les questions qui irritent, qui gratouillent ou les petits inconforts, mieux la relation se portera par la suite. Parce que petit inconfort deviendra grand, ou petite négligence deviendra motif de rupture. Hein, c'est le psy Patrick Lestrade qui me répétait régulièrement, le couple n'explose pas ou ne se fracture pas à la suite d'une grande crise, mais il se meurt de mille et une négligences et de mille et une impolitesses. Hein, il disait que c'est les petites, hein, comme des petites piqûres répétées qui finissent la fameuse torture chinoise, hein, de la goutte d'eau. C'est qu'une goutte d'eau, hein, qui tombe. Mais elle tombe toujours au même endroit sur la tête et finissait par faire un trou. Mais là, c'est pareil. Il ne faut pas négliger les choses qui nous déplaisent dès le départ et les mettre tranquillement sur le tapis. Non, c'est souvent des bombes à retardement. Ouais, c'est vrai. C'est important. Mm. Oui, oui. Hmm. Flavia, tu nous auras vraiment appris plein de choses. Oh, Vraiment, ben, c'est vraiment génial. Merci. mais j'essaye de transmettre ce que j'ai appris au fil des Ah ans bah, tu transmets très bien parce que et de c'est très partager fluide. les bons tuyaux. C'est très clair, très fluide. Voilà quoi. Hein, vraiment, merci beaucoup. Ah, mais merci à Donc, vous deux. voilà. Merci. Merci. Alors donc, on rappelle hein, ton livre, on peut le trouver facilement. Hein, de toute façon, je pense un petit peu Oui, partout. Hein, Flavia, oui. Donc, oui, absolument. le Oui, petit, j'ai euh, pu. le petit livre des grands réconforts. Donc, c'est très Daniel. Il n'y a pas de souci pour le trouver. Et Oui. puis, tiens, est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets, là, tes futurs projets? Parce que bon, tu m'en as parlé un petit peu, mais vu que ça m'intéresse, ça pourrait intéresser les auditeurs aussi. Ah, oui, alors c'est vrai que là, j'ai deux nouveaux livres sur le feu. À la fin du mois, je pense que c'est, ah oui, vraiment la fin du mois ou tout début novembre. J'ai pas la date précise. C'est un livre qui s'appelle Vieillir en liberté, c'est chouette. Et avec les illustrations de une très bonne illustratrice Héloïse Héritier, qui met en scène une réflexion sur un mode un peu ludique et illustré du bien vieillir. Alors, je raconte que j'ai eu 60 ans l'année dernière, que ça m'a fait un choc sur le papier parce que je me sens en décalage avec voilà cet âge et tout ce qui est dans notre société
attachée au fait de vieillir, particulièrement les femmes. Et puis je me suis dit, mais en fait, il y a aussi un nouveau diktat. On n'est pas, on entend ça et là, oh, vieillir, c'est bien. Oh, je m'éclate. Mais je dis, mais en fait, il y a de nouveaux diktats qui apparaissent avec le bien vieillir. Il faut vieillir d'une certaine manière, avec telle attitude, en ayant telle pratique. Et en fait, moi, mon postulat, c'est de dire que c'est vieillir en liberté qui est chouette. C'est pas vieillir tout court, c'est-à-dire vieillir en se libérant des conditionnements, en, en, en affirmant, en imposant son style ou son manque de style, et en concentrant en fait son énergie sur ce qu'on peut à la fois encore réaliser ou réparer ou créer, et que c'est vraiment cette libération qui est une vraie victoire dans le fait de vieillir et pas juste de tenir bon jusqu'à 90, 100 ans en étant habillé chic, mince et musclé. Ça, on s'en fout. Enfin, moi, en tout cas. Et donc, c'est cette idée de dire il n'est jamais trop tard ni trop tôt pour apprendre à vieillir en liberté. Et c'est vraiment l'accent qui est mis sur la libération et l'affirmation de soi en dehors des modes, des tendances et des conditionnements. Voilà. D'accord. Ça, c'est à la fin du Ça, c'est à mois. la fin du mois, oui. Voilà. Et le Donc, Flavia, deuxième, tu sais ce que ça veut dire quand je te dis ça, oui. c'est... Alors, je compte sur toi, hein. Ah ben, avec plaisir. Eh ben oui. Et la suite, alors attention, c'est pas Alors, et fini. la suite, c'est un livre vraiment de psychospiritualité autour de l'idée de la confiance et de qu'est-ce que c'est que de vivre une spiritualité libératrice et transformatrice. On aura compris que moi, mon mot-clé, c'est libération. Euh, et donc, c'est à la fois, c'est né de l'envie de rassembler des gens autour de justement cette énergie de vivre une spiritualité transformatrice sur le plan individuel comme sur le plan collectif, mais qui ne passe pas par la consommation, la gadgetisation, tout ce qu'on évoquait en début d'émission, et qui est vraiment axé sur la transformation intérieure, et du coup sur la fameuse phrase de Gandhi, devenir le changement qu'on désire pour le monde, mais comment aussi ça nécessite d'en passer par l'identification, la guérison de ses blessures, certaines pratiques méditatives accessibles à tous et très simples. Voilà, des prières, il y a des textes, des mini, des exercices, des choses à s'approprier. C'est voilà un livre multiforme, mais autour de cette idée Oui. que c'est accessible encore une fois à tous et que cette spiritualité libératrice, elle change réellement la vie, elle nous fait nous sentir puissants, Mhm. créateurs et vraiment pleinement vivants. Alors, Flavia, c'était l'introduction pour la prochaine émission, hein. Oh, ça c'est gentil. Alors j'accepte l'invitation avec grand Parce que plaisir. si je te demande ça, c'est pas pour rien non plus, tu sais, quand même. Mais non, mais c'est Oh, vrai, mais hein, ça fait plaisir de faire des émissions avec toi, on se sent à l'aise, on est bien, et puis c'est des sujets vraiment qui nous intéressent, et puis pour la radio du Lotus, c'est vraiment excellent, quoi, donc voilà. oh, c'est tellement partagé pour moi d'être dans cette énergie avec vous. C'est vraiment un cadeau. Je vous en remercie profondément tous les deux. Ouais, bah, c'est gentil, Vraiment, merci, vraiment. merci beaucoup. On se dit à très bientôt, alors. Ah ben, à très bientôt avec grand Voilà, plaisir. Et voilà, merci pour ce moment merci. de Merci. partage et merci à Stéphane, Steph, à Oui, Cécile et à ceux qui écoutaient. voilà. Euh, Mhm. c'est précieux pour C'est moi important. d'être dans cet échange. Merci Vraiment. beaucoup, hein. Bonne nuit à tous, dormez bien, Merci. surtout. Bonne Beaux nuit. rêves, voilà. Et à très Et bientôt. notez-les. Notez-les, voilà. Oui, surtout. Merci, On verra. voilà. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.